Nous sommes le jeudi 20 mars 2025 et vous écoutez le 3e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler réglages et techniques de prise de vue. On s'intéresse à l'épineux sujet du paramétrage autofocus. Ponctuel, continu, gestion des collimateurs, reconnaissance et suivi du sujet. On vous explique tout pas à pas avec notre invité, le photographe naturaliste Eric Médard. Cette émission vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Eh ben c'est parti, 3e épisode de cette 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin ce matin ? Salut Arthur, écoute ça va, super, je te remercie. Et toi alors, comment ça va ? 3e épisode, on est dedans là, on est chaud. Là on est dans le... On a passé le million. On est dans le toboggan, Ouais, c'est ça. comme dirait... Lancé. On est dans le toboggan. Non, mais écoute, c'est cool. On a déjà fait, je trouve, 3 belles premières émissions et je suis très confiant sur cette semaine puisque nous avons le plaisir de retrouver de nouveau à nos micros le photographe Eric Médard. Comment vas-tu, Eric ? Très bien, merci. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin. Eric, je vais te représenter à nos auditeurs. Tu es un artiste photographe naturaliste basé en Mayenne. Tu pratiques la photographie depuis plus de 30 ans, dont 10 comme professionnel. Tu es spécialisé dans la photographie de faune sauvage et tu défends une photographie animalière locale autour de chez toi. Tes images ont été publiées dans de nombreux magazines et primées à l'occasion de concours internationaux comme le BBC Wildlife, le concours de Montier-Anders ou encore celui de Namur en Belgique. Tu as publié plusieurs ouvrages et réalisé déjà plusieurs expositions. Tu t'es fait une spécialité toute particulière dans la photographie animalière de nuit en lumière infrarouge et à l'aide de pièges. Tu travailles en hybride Canon et utilises le Canon EOS R3. Ton optique de prédilection, c'est, attention, le Canon RF 400 mm f2.8. Est-ce que toutes ces données sont toujours valables, Eric ? Oui, c'est toujours d'actualité, ouais. Allez, alors on démarre l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, le produit Peak Design de 2025 est une valise. Vous pouvez découvrir une grande rétrospective de Sebastião Salgado à Deauville et on vous propose le coup de cœur Fox. Le Flash Actu vous est présenté cette semaine par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Cette année, le nouveau produit Peak Design n'est pas un sac ou un trépied, mais bien une valise. Le constructeur américain d'accessoires photo vient de dévoiler le Roller Pro, sa première valise modulable qui peut s'adapter aussi bien au transport de matériel photo et vidéo qu'au transport d'affaires personnelles pour partir en week-end. Il s'agit donc d'une valise à roulettes avec structure rigide d'une capacité de 34 litres, extensible au besoin à 36 litres. Compacte, elle correspond aux principaux critères des compagnies aériennes pour un transport en bagage cabine. Elle est particulièrement légère, avec un poids de 3,4 kg. Cette prouesse est rendue possible par le choix des matériaux, dont par exemple celui du carbone pour la poignée escamotable. Elle est composée d'un grand espace central personnalisable à l'aide des caméras cubes et d'une grande poche sur la face avant pouvant accueillir un grand ordinateur portable et quelques accessoires. Le constructeur propose toute une gamme de caméras cubes qui peuvent s'adapter à toutes les configurations de matériel et au besoin s'adapter parfaitement dans d'autres types de sacs Peak Design comme les Outdoor Backpack. Le modèle le plus grand qui exploite tout l'espace disponible de la valise peut facilement accueillir un long téléobjectif de type 400 mm. Comme d'habitude, ce lancement est accompagné d'une campagne de précommande sur Kickstarter qui est ouverte jusqu'au 18 avril. La valise est proposée nue au prix de $600 et en précommande au prix de $425. Les premières livraisons sont prévues cet été en juillet et à date, Peak Design a déjà récolté près de $7 millions de précommandes.
Si, comme nous, vous aimez le grand photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, vous pouvez vous prévoir un petit week-end à Deauville dans les semaines à venir. Sur le trajet, vous pouvez commencer par écouter notre émission passionnante au coin du feu, réalisée avec le grand maître, et une fois arrivé sur place, vous pouvez vous rendre au musée des franciscaines pour découvrir sa grande exposition rétrospective et admirer les tirages issus de la collection de la MEP, la Maison européenne de la photographie. L'exposition dépeint les relations entre l'humanité et la nature tout en soulignant les défis environnementaux et sociaux auxquels notre monde est confronté. Il est par exemple possible de découvrir des images de ses premiers reportages sur les ravages de la sécheresse et la famine en Afrique, de ses travaux sur la condition des travailleurs immigrés en Europe, de sa série Autre Amérique où il revisite l'Amérique latine et célèbre la persistance des cultures paysannes et indiennes, de son projet La main de l'homme, qui est un hommage au travail manuel et à la condition humaine, d'Exode, où il accompagne les grands mouvements de population à travers le monde liés au conflit, à la pauvreté, résultant des transformations économiques qui bouleversent notre époque, ou encore de Genesis, l'aboutissement de 8 années d'expéditions épiques qui montrent la beauté de notre planète et permet de découvrir des paysages, des animaux et des hommes qui ont jusqu'alors échappé à la pression du monde moderne. Sebastião Salgado, collection de la MEP, une exposition à découvrir jusqu'au 1er juin 2025 au musée des franciscaines de Deauville. Et pour terminer, on vous propose le coup de cœur Fox et cette semaine, Baptiste Soto nous parle d'un compact baroudeur, l'OM TG7. Alors cette semaine, on a décidé de vous parler d'un produit emblématique, un compact baroudeur, qui est l'OM System TG7, qui est the produit étendard à la fois de la marque en termes de compact et à la fois en termes de baroudeur. Et ce qui est particulier pour ce produit, c'est qu'il correspond très bien à la fois à des usages professionnels qu'à des usages personnels. C'est un capteur CMOS en 12 millions, donc c'est largement suffisant pour des usages qui sont online. Un zoom 4 fois qui est 2500, donc à la fois grand angle, qui ouvre à 2, donc ce qui est très très bien dans des contextes où on manque de lumière, et quand on parle de photos sous-marines, ça va être absolument vital, et qui a un avantage significatif avec ses connexions Wi-Fi et ses applis qui permettent de faire des photos à distance avec l'appareil ou de télécharger les photos quand on est par exemple dans l'eau et qu'on doit remonter les photos sur un bateau, c'est assez précieux. Alors déjà, le terme utilisé par le constructeur, c'est TOF, qu'on pourrait traduire par baroudeur, tout-terrain, 4x4. En fait, ça correspond à quelques particularités techniques qui sont, alors on va commencer par celle qui est liée à l'hiver, la résistance au gel, puisque c'est un produit sur lequel vous pouvez aller faire du ski ou aller en Scandinavie, puisqu'il résiste jusqu'à -10 degrés. Il est résistant à la poussière, donc quand vous partez en vacances à la plage ou dans des déserts, et en usage pro quand vous êtes sur un chantier, c'est très crucial. Une résistance au choc, donc ce qui peut permettre au produit de tomber ou de subir un petit peu des chocs, ce qui peut être pratique quand vous faites de l'escalade ou du kayak. Étanche à 15 mètres, donc ça c'est très précieux. Et on parle réellement d'étanchéité, pas du fait qu'il puisse tomber dans l'eau, il peut être utilisé sous l'eau. Et anti-buée, ce qui est très intéressant quand il y a des écarts de température pour éviter qu'il y ait de la buée qui se forme sur la vitre. Donc c'est vraiment un produit qui est au top pour toutes les activités extérieures. Vous faites de la promenade, vous faites de l'escalade, du kayak, vous allez par exemple avec vos enfants dans un parc d'attractions, c'est un produit que vous pourrez utiliser sans prendre aucun risque. Et dans l'usage professionnel, c'est génial, par exemple dans tous les métiers du bâtiment, pour pouvoir prendre des photos des chantiers en cours, que ce soit, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout ce qui est univers portuaire, quand on a besoin de produits capables réellement de résister à des intempéries ou à des situations compliquées. C'est évidemment the produit incontournable en plongée, puisque, outre qu'il est parfaitement équipé avec un univers d'accessoires où je vais revenir rapidement dessus, et un mode HDR spécifique à la photo sous-marine qui fait qu'on arrive à tirer vraiment des très belles photos sous l'eau avec en plus une optique très lumineuse. L'univers accessoire, c'est important parce que c'est un produit 4x4, donc il a des étuis à mousqueton qui permettent d'être à l'aise en rando, en escalade, des coques silicone pour le renforcer sa résistance, des poignées flottantes en usage sous l'eau, des éclairages annulaires pardon, pour faire des photos de macro sur des coraux, ou des flots sur des étoiles de mer, des choses comme ça. Un caisson étanche qui peut permettre d'aller jusqu'à 45 mètres. Alors moi, je ne vais pas jusque-là, mais il y en a beaucoup qui adorent ça et c'est très précieux. Et après, des joints silicone qui peuvent permettre de le remettre en étanchéité si un jour vous pensez qu'il a une petite faiblesse. Donc c'est vraiment un produit qui est taillé pour l'aventure, taillé pour l'extérieur, qui a tout ce qu'il faut pour ça.
Et j'ajouterai une petite note personnelle puisqu'il est proposé dans 2 coloris. Je le conseille fortement plutôt en rouge parce que quand on est dans un environnement où on doit attraper le produit un peu en urgence ou aller le chercher rapidement, ou alors s'il tombe dans l'eau par exemple, le fait qu'il soit en rouge est beaucoup plus facile à trouver et à identifier que le produit en noir. Donc ça, c'est mon petit conseil personnel. Voilà pour l'actualité cette semaine. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ces compacts un peu baroudeurs, étanches. Ils font partie encore dans cette famille d'appareils, des modèles qui fonctionnent très bien. Alors, il y a OM System qui en a un. Il y a Pentax aussi qui a mis à ce jour le sien assez récemment. Benjamin, est-ce que tu nous ferais pas une petite revue de presse en ce milieu de mois de mars 2025? Bah écoute, si, absolument, parce que c'est vrai qu'on est déjà à la troisième émission, alors 4 en comptant la spéciale, c'est important de le rappeler. Vous pouvez écouter la spéciale sur les simulations de films qui est toujours disponible à l'écoute, bien sûr. Et c'est vrai que les semaines passent, les numéros de nos confrères aussi. Donc parlons un petit peu du mois d'avril, de ce qui se passe en kiosque. Donc dans son numéro 378, la rédaction de Réponse Photo liste pas moins de 75 erreurs à ne plus commettre. Oh là, Tant ça fait beaucoup. oui, ça fait beaucoup. Moi, ça m'a fait un peu peur quand j'ai tourné les pages. Je me suis dit: «Ah, je vais peut-être, me faire surprendre ou peut-être, je vais me dire: "Tiens ça, c'est vrai que je suis concerné, je tombe dans le panneau" et cetera». Donc ça touche autant au niveau du matériel que la prise de vue, l'editing, le post-traitement, la diffusion. Donc par exemple, vous apprendrez qu'il est plus exact de parler de temps de pause que de vitesse. Moi, je le fais Ouais, je OK, le fais tout le ouais. temps, je fais tout le temps, je Ouais, parle ouais. parle tout le temps. Mais vous lirez pourquoi. On a beau le savoir, on le fait quand même et on le refera dans cette émission, très probablement, mais Vitesse d'exposition à la limite. un homme, une femme avertis en valent deux, hein. De ne pas se contenter d'une seule vue pour réussir une session de portrait, par exemple, avec des exemples de grands maîtres aussi, mais de travailler plutôt en série. De soumettre son travail à des lectures de portfolio pour gagner en qualité. Donc, il y a 75 comme ça cas très concrets. Enfin, chacun, je pense, devrait piocher quelques conseils là-dedans, en fait, hein. Mmh. Moi, perso, ça m'a semblé plutôt utile, donc je pense que chacun y trouvera un petit peu de quoi enrichir sa palette photographique. Dans la partie test, on trouve un copieux banc d'essai de l'EOS R1, enrichi du témoignage d'un photographe spécialisé dans les sports d'action. Il est évidemment beaucoup question d'AF, mais tout ça, on va y revenir avec notre invité qui connaît bien le boîtier aussi. Quand on va dans le numéro 465 de Chasseurs d'images, également en kiosque, au sommaire, pas de mention de notre émission cette fois, hein. Ça, c'était Ouais, le mois dernier. pas tous les On mois va pas le quand faire même, tous les faut mois. pas exagérer. Beaucoup de tests au programme ce mois-ci, dont celui du R1 également, et pas mal d'optiques pour capteurs APS-C, avec un focus qui n'est pas un focus sur une optique APS-C pour le coup, mais le RF 70-200 mm Z, qui succède au RF 70-200 première génération, qui est également testé et donc mis en parallèle. C'est assez intéressant. Il y a également un test des 24 et 50 mm f1.4 VCM en monture RF également. Donc, vous pourrez lire tout ça assez complet. Et dans ce numéro, une interview passionnante de Jeanne Poré, qui est responsable de la collection 100 photos pour la liberté de la presse, dont le dernier numéro, qui rend hommage à Man Ray, vient de paraître. Donc, elle revient sur le tout premier album, paru en 92 dans la collection, qui comportait non pas des photos, mais des dessins de presse. Et elle raconte aussi que RSF rêve de consacrer un album au travail d'Annie Leibovitz. À suivre. En attendant, toute cette littérature est disponible en kiosque. Et alors, je rajouterais pour compléter cette revue de presse, une petite revue de presse digitale en parlant de nos amis de chez Phototrain qui sont allés au Japon pour couvrir le CP+. C'est Damien, le rédacteur en chef, hein, qui s'en est occupé. Et il a publié sur son site plein d'interviews avec des ingénieurs, des grands responsables de toutes les marques. Donc, on peut découvrir, il y a plein d'infos un peu croustillantes. On peut retrouver toutes ces interviews directement sur le site de Phototrend. Eric, je voulais te poser une petite question, toujours dans l'actualité. On la pose quasiment à tous nos invités depuis le début de cette saison. En tant que photographe animalier, alors, tu dois être frustré parce que tu es canoniste, donc tu ne vas pas pouvoir accéder à cette optique. Mais Sigma a annoncé un impressionnant
300, 600 mm, f4 constant. Est-ce que ça te fait rêver, une optique comme ça? Ah, mais alors là, c'est du délire ce qu'ils ont annoncé, la Sigma. C'est du délire à 2 niveaux. D'abord parce que c'est un range qui est vraiment, vraiment intéressant, Mhm. surtout avec une ouverture constante à f4. Et puis surtout, ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'ils offrent ça à un tarif qui est, Deux fois moins cher. qui est 2 fois moins cher qu'un 600 f4, qu'un 600 f4 que ça soit chez Nikon ou Canon ou ailleurs. Bon, le petit souci, c'est que ça reste une optique qui est quand même assez lourde, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Et donc ça va être un petit peu gênant. C'est aussi une optique vraiment encombrante qui va être vraiment longue avec le pare-soleil. Donc voilà, c'est des petits griefs. Après, il faut voir ce que ça va donner le rendu de l'image et voir vraiment si on est au même niveau que les gros cailloux chez Nikon ou Canon. Mais clairement, c'est une optique dingue. Est-ce que toi, de mémoire, tu étais plutôt focale fixe, non? Plutôt Alors, 400 mm, 200 complètement. mm même? Ouais, 200 mm fixe, 400, 600. Et puis dernièrement, j'ai acheté un vieux 200-400, enfin un vieux, pas si vieux que ça, mais quand même, c'est une optique qui a au moins 15 ans. Un 200-400 avec un 4 avec le intégré. convertisseur. Avec il le a pas convertisseur. 15 ans. Si, il a 15 ans, ce truc? Non, je pense pas qu'il ait Un 15 peu ans. moins de 15 Une bonne ans. dizaine d'années, Ouais, je dirais. ouais. Ok. Une merveille. Une Mais, merveille, ce truc. Incroyable. En monture EF, pour le coup. En monture EF, donc que j'utilise du coup avec la bague sur les R, ça marche du tonnerre. Et le rendu qualité, pourtant c'est une optique qui était pas faite pour les hybrides, hein, mais alors le rendu est incroyablement bon, quoi. Ça pique du tonnerre, c'est fou, c'est fou. Bon, allez, on va clôturer le Flash Actu là-dessus. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, ta story. Et cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec le photographe britannique Dennis Morris, jamaïcain d'origine, qui a très bien connu Bob Marley. Son travail fait l'objet d'une grande exposition à la Maison européenne de la photographie en ce moment. La story vous est présentée cette semaine par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Denis, d'abord, j'aimerais savoir ce que vous inspire cette grande rétrospective consacrée à votre travail photographique. For me, it's like the pinnacle of my career, of my dream. I always wanted to be seen as one of the great photographers. Pour moi, I think I've c'est une achieved forme that. d'apogée I've de been ma told that, carrière, my de work mon is rêve. up there with J'ai toujours voulu être some of the vu comme un greats. des grands photographes. Je pense que j'ai réussi sur ce point. Most importantly, I don't think I would have been able to achieve it without the determination and self-belief, which was instilled in me by my great mentor, first mentor, Mr. Donald Patterson, and also Bob Marley. Plus It's very important, important to, je ne pense pas que j'aurais when pu you l'atteindre are sans la young détermination et and la throughout your croyance life to qui m'ont été be inspirées par mon around premier positive mentor, Monsieur people Donald who are Patterson able et aussi to Bob Marley. help you along C'est the très journey. important, quand tu es jeune et tout au long de ta vie, d'être entouré de personnes positives, prêtes à aider. Au cours de la visite, vous avez parlé de votre approche façon actor studio. Quand vous avez photographié Marianne Faithfull, vous avez bu avec elle. Avec Bob, vous fumiez des joints. Pensez-vous que vous auriez pu avoir une telle intimité avec eux sans aller jusque-là? One of the things for me was that when I first came to England as a young child, I was very much influenced by television. Television for me was like a magical thing. And by watching TV and looking at acting and movies and that way, I kind of Lorsque je suis took a arrivé lot en of Angleterre, influences enfant, from j'ai été from très seeing influencé those, par la movies and télévision. those, television, Pour moi, la you télévision know, in était that une sense. chose magique. And I think I En applied regardant the la same télévision, les acteurs, les approach films, to j'ai été my, très to influencé. my photography. Je pense que j'ai appliqué la même approche pour ma photographie. For instance, when I worked with Bob, it was very intense because he was a very intense person, but also a very, very funny man. But to achieve what I got within those images, I had to be ready. As I said, also, one of my influences was I wanted to be a war photographer. And so I would say also one of the things of I learned was basically
Par exemple, as a quand j'ai soldier, travaillé avec Bob, as a, c'était say, très as a intense parce sniper, qu'il était you une get personne one très shot intense, mais aussi because un homme bourré if d'humour. you're Au noticed, you're départ, je voulais finished. être un photographe de guerre. Une des choses que j'ai apprises, c'est que sur les théâtres de guerre, tu n'as qu'une fenêtre de tir pour réussir ton image. Parce que si tu es repéré, c'est terminé. And so, as a photographer, I applied that sort of mentality in terms of, for instance, no pictures I ever took of Bob were ever posed. It was just we were together in a room, a hotel room in Jamaica, whatever, and we were talking as we are now. I would have my camera by my side. I would see something. I would pick up my camera. I would then take J'ai toujours eu two cette shots, mentalité. one shot, whatever it Par may exemple, be, je and n'ai then put jamais it fait down. poser Bob. It's a Nous étions reading a ensemble dans une salle situation d'hôtel en to Jamaïque know, to et nous get to that parlions comme nous le point faisons where aujourd'hui. this is the moment. J'avais mon appareil à That's what portée de main. photography is about. Si je It's voyais quelque about chose qui m'intéressait, capturing je le that prenais moment. et déclenchais. And I think Tout I've est been une able to question de achieve that. savoir lire, d'attendre le bon moment. C'est cela, la photographie, capturer ce moment. Je crois que j'y suis arrivé. Que reste-t-il de l'esprit rebelle de la musique aujourd'hui? Bob Marley aurait eu 80 ans cette année. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bob will have been 80 today, but I think he would have been doing exactly the same as what Mick Jagger is doing. He'd have been jumping around on the stage in that same way. Because you see, when it comes to music or art, age is not a barrier. You actually get better as you get older. Bob in that aurait eu sense, 80 ans you- aujourd'hui, because mais je you've pense learned qu'il your aurait fait craft, you've been exactement around ce for que Mick for such a Jagger long fait. time. Il So aurait it's sauté sur la easy, scène de la même you manière. know, Parce as que you quand get il s'agit older. de la Like, for musique instance, ou de as I say, l'art, with Mick l'âge Jagger, n'est pas une Mick barrière. Jagger, I think, On would s'améliore say- avec he would l'âge. even say himself Quand on he's a maîtrise better son art, qu'on est performer là now depuis than si when he longtemps, was c'est younger. facile. Because, Je you pense know, que Mick for Jagger Keith Richards dirait to qu'il play est un those, meilleur performeur guitarists, it's a aujourd'hui piece que of lorsqu'il cake était because plus it's jeune. easy for Pour him in Keith that sense. Richards, jouer ses riffs, c'est un jeu d'enfant parce que c'est facile pour lui. And so I think for me, I've reached that stage myself where, for me, photography is simple. It's very easy. When I started, it was very complex. I was always very, very agitated, you know, nervous in that sense. But now it's kind of, it's easy. I still get nervous. En ce qui me Because you concerne, je always suis have to arrivé be à ce nervous, stade. because if you lose Pour that moi, la nerve, that means photographie, c'est that it simple. means C'est nothing. très facile. But the process Quand j'ai of it for commencé, me c'était is très very complexe. simple to J'étais toujours be très around, agité, you know, nerveux, with my mais subjects, maintenant what it c'est may be. facile. It's very, very Je suis simple. toujours nerveux parce qu'il faut toujours garder une part de stress, mais le processus d'être autour de mes sujets, c'est très simple. Vous avez pris beaucoup de photos mythiques de grands artistes, notamment Bob. Y en a-t-il une qui vous reste en tête, ou bien une que vous auriez aimé prendre? One person artist I think I've always wanted to work with is Peter Gabriel. I love his music. I love what he's about as a person. I would have loved to have. Un artiste que to j'ai have wo- toujours to have voulu worked with him. avoir, c'est Of Peter course, he's still Gabriel. making music. J'aime sa but, musique, and I- j'aime you ce know, qu'il fait en tant but he's one of qu'artiste. those artists J'aurais I aimé wish travailler I'd avec been able lui. to Bien sûr, il fait photograph. toujours de la musique, mais c'est un des artistes que j'aimerais avoir photographié. Thank you, Denis. Thank you, thank you. Impressionnant cette interview. Ce que ça fait, Benjamin, de passer un moment avec un photographe qui a photographié une légende comme ça. C'est une année aussi un peu spéciale pour Bob Marley. Ouais, complètement, c'est une année spéciale puisque Bob Marley aurait eu 80 ans le 6 février dernier. C'est dans ce contexte qu'a lieu cette très belle rétrospective consacrée au travail de Denis Morris à la Maison européenne de la photographie. Pour être honnête, je ne connaissais pas Denis Morris, je ne connaissais pas ce photographe. Par contre, en visitant l'exposition, en ayant le privilège de cette visite presse, de ce vernissage, donc de le faire avec Denis Morris qui commente en plus chacune des images, c'est vraiment un formidable moment passé avec lui, donc pendant plus de 2 heures comme ça, à raconter plein d'anecdotes sur telle ou telle prise de vue, c'était fantastique et je me suis rendu compte que je connaissais la majorité des images qu'il avait prises de Bob Marley, Ouais, tu les évidemment. avais déjà vus. Oui, sans connaître la signature. Après, j'aime beaucoup le ton posé qu'il a. C'est vraiment quelqu'un. On sent toute la sérénité du bonhomme qui est parvenu à ses fins, qui a une carrière de photographe assez exceptionnelle, de directeur artistique aussi. Il a signé Ouais. de nombreuses pochettes d'albums. Donc, si vous passez par Paris, si vous résidez en Île-de-France, foncez, allez voir ça parce que
que vous aimiez ou pas, hein, la musique de Bob Marley, c'est pas tellement le sujet en fait. Il y a beaucoup d'autres artistes qu'il a photographiés. Il y a aussi beaucoup de photos sociales de sa jeunesse dans les quartiers en banlieue de Londres, où il a photographié les communautés à la fois jamaïcaines à laquelle il appartient ou les Sikhs, notamment. C'est un travail assez remarquable. Il a commencé très très jeune en autodidacte. C'est très inspirant. Voilà. Bon. Eric, on a parlé de Sebastião Salgado, de son exposition dans le Flash Actu, là, de l'exposition de Denis Morris sur Bob Marley. Tu vas souvent, toi, un peu arpenter les galeries et les musées pour te faire une petite culture personnelle et aller chercher un peu d'inspiration? Alors, absolument pas. Ah Moi, je suis vraiment quelqu'un qui reste dans mon... Enfin, je suis un ours, hein, tu vois. Et puis, il y a autre chose aussi, mais alors, c'est peut-être un petit peu pédant de ma part de dire ça, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de me trouver inspiré par des images d'autres photographes. Ou influencé. Enfin oui, inspiré, influencé. J'essaye de faire vraiment l'image comme moi je la ressens. Alors, on l'est toujours forcément, de toute façon, parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir d'image. Mais j'essaye de m'en détacher pas mal. Et voilà. Donc après, si, j'en vois parfois, hein, quand je vais exposer à Montier-Lander, par exemple, ou dans des grands festivals, évidemment, je me Tu vas régale faire de ton petit quelques... tour. Ouais, je vais faire mon petit tour quand j'ai le temps. Oui, du coup, tu consacres Mais- un petit peu de temps à préparer tes expos. Ah, par contre, beaucoup. Je passe, quand je prépare une expo, je passe vraiment du temps pour le choix des images. C'est difficile, hein, mais c'est un petit peu comme quand on écrit, c'est un petit peu, c'est qu'il y a tellement d'images, et il faut en sortir 20 qui ont du sens, qui ont du sens ensemble aussi. Et puis, pas être répétitif, pas être redondant. Pour moi, c'est un gros travail que j'adore faire. J'adore critiquer mon travail et aussi avoir un regard extérieur par rapport aux choix que je peux avoir fait. Mais arriver à se détacher du moment de la prise de vue, qui en photographie animalière est toujours très fort, parce que c'est toujours tellement difficile d'avoir l'animal à la bonne distance, au bon endroit, avec la lumière, enfin, d'avoir la situation qu'on a mis tant de temps à préparer, que quand ça arrive, c'est des moments d'émotion qui sont vraiment forts. Mais quand on choisit des images, il faut se détacher de ça absolument, parce que l'image, quand elle est exposée, elle est toute seule, elle n'a pas son histoire autour d'elle. Et donc, il faut que le regardeur il soit touché par l'image, et on n'est pas là pour la défendre, quoi. Donc, c'est très intéressant comme exercice. Bon. Merci Benjamin pour ta story cette semaine. On fait une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion qui sera donc consacrée au paramétrage autofocus. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Passionnés de photos et de vidéos, faites confiance à Camara, la première coopérative de magasins spécialistes photos et vidéos en France. Camara, ce sont 90 magasins indépendants représentant les plus grandes marques du marché. Animés par des passionnés et des experts techniques, vous aurez accès à des conseils ultra personnalisés, des démonstrations de produits, des prêts de matériel façon touch and try, des coachings photos et la promesse d'un service après-vente fiable et professionnel. Camara, c'est aussi un vaste choix de matériel d'occasion dans nos magasins et la possibilité de bénéficier de reprises sur votre ancien équipement. En prime, toute l'année, Camara vous offre la 3e année de garantie sur l'achat de matériel neuf en boîtier et optique hybride. Partagez et vivez votre passion auprès de spécialistes reconnus. Venez en magasin ou retrouvez-nous sur www.camara.net. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Éric Médard pour cette grande discussion autour du paramétrage autofocus. Les évolutions technologiques au niveau de la F ont été phénoménales ces dernières années sur les hybrides, si bien que certains constructeurs avancent même l'argument que la mise au point n'est plus un souci pour le photographe. Le revers de la médaille est aussi que ces systèmes AF sont devenus de véritables usines à gaz avec de très nombreux modes, réglages et paramétrages qui peuvent effrayer. Il faut donc comprendre et analyser pour bien utiliser l'autofocus de son boîtier. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre le mode de fonctionnement de l'autofocus sur un hybride. Il n'a absolument plus rien à voir avec la technologie utilisée sur les réflexes et a même déjà beaucoup évolué depuis les premières générations d'hybrides.
Aujourd'hui, une très grande majorité des boîtiers exploitent une technologie autofocus directement embarquée sur le capteur qui combine deux technologies, la détection de phase et la détection de contraste. Alors pour commencer, Eric, est-ce que tu te sentirais de nous expliquer un peu le mode de fonctionnement de cet autofocus à détection de phase et d'autofocus à détection de contraste? Bon, alors, si j'ai tout compris, je ne suis pas un expert là sur ce genre de questions, mais l'autofocus à détection de contraste, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lui, il analyse le contraste de l'image, Ouais. et l'image, elle est d'autant plus contrastée qu'elle est nette. Donc, il analyse ça, et si l'image est très contrastée, il considère que c'est net. Alors, je crois que cet autofocus avait un souci, c'est que du coup, il oblige l'objectif à faire des allers-retours entre la mise au point Ouais. minimum et la mise au Il point avance, il maximale. recule et puis il réduit l'écart au fur et à mesure, C'est quoi. ça. Et donc, du coup, c'est très long. Ça va pouvoir être un peu bruyant en fonction des autofocus, et surtout les anciens. Et il avait aussi un avantage, cet autofocus à détection de contraste, c'est qu'il fonctionnait n'importe où sur le capteur finalement. Il n'y avait pas de notion de collimateur autofocus. Donc ça, c'était quand même, et ça l'est toujours, assez intéressant. Et parallèlement à ça, Surtout en basse lumière. surtout en basse lumière. Et parallèlement à ça, maintenant, on a aussi de la détection de phase implémentée sur toute ou partie du capteur. Là reviennent les notions de collimateur autofocus. Et selon les constructeurs, ça touche plus ou moins de pixels. On a plus ou moins de collimateurs. Et l'une des particularités de Canon et de cette fameuse technologie, je crois qu'elle s'appelle Dual pixel. le dual pixel à f2 ou je ne sais plus trop quoi, qui est une technologie qui commence à remonter un tout petit peu, c'est que tous les pixels exploitent de la détection de phase. Et ça, c'est quand même assez unique. Et c'est ce qu'avait fait aussi à l'époque du réflexe, parce que cette technologie, la première génération datait de l'époque du réflexe, avait fait le succès des boîtiers Canon, notamment en usage vidéo pour l'autofocus. Et aujourd'hui, surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que sur le marché de l'hybride, désormais, tous les constructeurs ont un système autofocus, comme on dit, hybride, qui C'est repose ça. donc à la fois sur de la détection de phase et de contraste, dont les derniers acteurs Panasonic, Leica, qui viennent d'y passer. Qui ont mis un peu de C'est temps à assez y récent, venir. ils ont mis du Ouais, temps, ouais. mais preuve en est que ça reste le meilleur des systèmes à l'heure actuelle. Et au-delà de ce fonctionnement un peu théorique, il y a aussi tous les nouveaux usages et les nouvelles technologies qui ont été rendues possibles grâce à l'hybride et à cette analyse de l'image projetée sur le capteur en temps réel. C'est toutes les technologies de détection, reconnaissance et suivi du sujet qui accompagnent cette technologie hybride face contraste qu'on retrouve sur les systèmes autofocus. Eric, tu as connu l'univers du réflexe. Il y avait déjà un peu de suivi 3D à l'époque du réflexe sur des boîtiers très haut de gamme. Ça n'a plus rien à voir avec Ouais, ce qu'on ouais. a accès aujourd'hui. Clairement, je me souviens encore du suivi 3D du D5 chez Nikon. Ouais. C'était hallucinant de voir ces pixels, ces capteurs, Ces collimateurs, ces ouais. collimateurs qui allaient partout sur le. C'était génial. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais ça va encore plus vite. Et puis surtout, en effet, c'est sur la totalité du capteur. Je vois bien, hein, quand j'ai un sujet par exemple, je sais pas, un canard qui décolle, très souvent, en fait, ça va tellement vite qu'on le perd à un moment donné. Donc, il n'y a plus qu'une partie du canard sur le bord de l'image. Alors, on accélère le mouvement de téléobjectif pour le rattraper. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus que le bout de la queue. Mais n'empêche que l'AF reste quand même sur la partie de l'animal, ce qui fait que quand on le retrouve dans le champ, il est toujours net. Ça ne lâche jamais. C'est hallucinant. Alors juste pour compléter, par rapport au suivi 3D, il faut quand même noter que Nikon l'a réintégré sur ces dernières générations d'hybrides. Donc ça reste quand même un mode particulièrement efficace dans certaines situations, hein. Le dernier Z8, là, notamment. Ça va hyper loin, cette technologie. Les boîtiers aujourd'hui, alors peu importe la marque, hein, on fera les petits points de détail un peu plus tard dans l'émission, mais la majorité des boîtiers, ils sont capables d'identifier les types de sujets qu'on est en train de cadrer. On est capable d'identifier un humain, une silhouette, un visage, un œil, évidemment. On est capable d'identifier des espèces d'animaux, des silhouettes d'animaux, les yeux des animaux, Des insectes. des insectes, des objets, des voitures, des trains, des avions et même des situations. Maintenant, il y a des boîtiers qui sont capables même d'anticiper le mouvement que va faire le sujet dans le cadre pour, entre guillemets, pré-régler le système autofocus. Ces technologies, elles sont vraiment au cœur
de tous les constructeurs. Ils marketent à fond, hein, évidemment. Alors, on va parler d'IA, de deep learning, de machin. Et c'est tellement des systèmes qui sont complexes que certaines marques intègrent même des processeurs dédiés uniquement à cet usage-là. Alors, on pense naturellement à Sony, hein, avec son double système de processeurs qu'on retrouve sur la majorité, je crois, des boîtiers de dernière génération. Et Canon, récemment, qui a implémenté dans le R5 II et le R1 une deuxième puce qu'ils appellent Accelerated Capture, qui est uniquement dédiée à ces usages-là. C'est complètement barjo. Il n'y a pas vraiment de question là. Et toi qui utilises le R3 et le R1, j'ai cru comprendre, donc en tout Ouais. cas tu fais des essais avec, est-ce que tu sens des différences au niveau du comportement de la F au vu des évolutions que vient de décrire Arthur? Entre le R3 et le R1, c'est pas une révolution, clairement, entre les deux boîtiers, mais c'est une évolution. C'est-à-dire que d'abord, il y a comme disait Arthur, là, il y a des sujets maintenant qu'il est capable de reconnaître que le R3 ne sait pas faire. Je pense aux chevaux, par exemple, qui, en photographie animalière, m'intéresse parce que le R3, par exemple, sur les cerfs, les chevreuils, la reconnaissance de la silhouette, ça va très bien, mais la reconnaissance des yeux est quand même très, très mauvaise sur ces types d'animaux-là. Alors que sur le R1, vu qu'ils ont implémenté la reconnaissance des chevaux et notamment des yeux, c'est un petit peu mieux. C'est pas encore ça sur ce sujet-là, mais c'est déjà un petit peu mieux. Donc il y a des évolutions et surtout la grosse évolution que j'ai vue entre les deux, c'est alors un peu plus rapide et puis surtout il conserve le sujet beaucoup mieux. Le suivi. Le suivi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a accroché un sujet, déjà le R3 c'était génial, hein, c'est génial, mais le R1 le garde encore mieux au niveau de la F, quoi, au niveau du point. On reviendra un petit peu plus en détail sur les réglages plus tard, mais quand tu dis ça, ça veut dire quoi? C'est par défaut ou est-ce que toi, dans les menus, tu as fait en sorte que le suivi soit maintenu? Alors, non, en effet, moi, je vais beaucoup dans les menus, bidouiller là-dedans et surtout, je programme énormément les touches fonctions, sur le boîtier et en fonction de la situation, même sur une même prise de vue, c'est-à-dire sur un même mouvement, je vais être peut-être amené à changer, des choses en manipulant mes touches fonctions, un petit peu comme sur un piano, quoi. Alors, quand on regarde un peu les fiches techniques des derniers boîtiers, au niveau de l'autofocus, on entend très souvent parler d'intelligence artificielle et de deep learning. Il y a un truc qu'il faut quand même expliquer à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de l'IA active à l'heure actuelle, j'entends, embarquée dans des boîtiers, hein. Il n'y a pas de ChatGPT qui est implémenté en dur sur un boîtier Canon et qui travaille et qui fait de l'analyse d'image en temps réel. C'est finalement ces algorithmes de détection et de reconnaissance de sujets qui ont été, entre guillemets, entraînés au niveau ingénierie au Japon par des intelligences artificielles et par cette fameuse technique du deep learning. Ce qui permet donc finalement à tous ces boîtiers d'être très évolutifs. Et quasiment tous les constructeurs mettent en place des campagnes de mise à jour de firmware qui permettent d'améliorer les performances software autofocus de leur boîtier, notamment sur ces sujets de reconnaissance et de détection des sujets. Je ne sais pas ce qu'a Canon dans ses plans et dans sa politique de mise à jour de firmware, mais peut-être qu'on verra arriver, si c'est possible, parce que là, il y a une nouvelle puce, donc c'est peut-être pas possible, mais les performances autofocus en termes de reconnaissance qu'on retrouve sur le R1, sur d'autres appareils dans le futur, qui soient sortis ou pas encore sortis. Donc ça, c'est assez important à préciser. Alors, sachant cela, on pourrait légitimement se demander quel constructeur propose à l'heure actuelle le système autofocus le plus abouti et le plus performant. Et ben, c'est la question qu'on a posée à Louis Royer, journaliste spécialisé chez Phototrend. On vous propose d'écouter sa réponse. Alors, au risque d'enfoncer un peu une porte ouverte, selon nous, le constructeur autofocus qui propose le système de mise au point automatique le plus avancé du marché à l'heure actuelle, ça serait Canon, qui a bien progressé, qui a mis un petit coup dans la fourmilière avec ses EOS R1 et EOS R5 Mark II, mais c'est très ténu par rapport à la différence avec Sony, qui lui aussi fait toujours la course en tête, hein. C'est vraiment les deux gros constructeurs avec toujours une légère avance en ce qui concerne la détection des sujets pour Canon, notamment en ce qui concerne les animaux,
ou les oiseaux, par exemple, où Canon va être plus prompt à détecter que Sony. Mais bon, toujours là, on est vraiment à des détails tellement les 2 boîtiers, les 2 constructeurs sont très avancés dans leur système. On a vu vraiment un shift, chez les constructeurs d'hybrides, qui étaient déjà plus évolués que certains réflexes avec les lancements des boîtiers dotés de puces IA chez Sony ou Digit Accelerator chez Canon. Alors c'est des puces, on sait pas trop comment elles fonctionnent, mais elles apportent un boost à l'autofocus, à la reconnaissance surtout et au suivi des visages et des yeux et des corps et des feuilles des papillons à 500 mètres et c'est vraiment de plus en plus impressionnant. Presque au point que ça en devient, trop impressionnant et on arrive plus facilement à détecter les boîtiers qui sont pas très bons, les constructeurs qui sont un peu en retard, comme par exemple, Leica, pour ne pas le citer, plutôt que ceux qui sont très, très bons parce qu'entre un autofocus qui détecte une mouche à 200 mètres en moins d'un quart de seconde et celui qui va prendre moins d'un tiers de seconde, on va être on sait jamais vraiment lequel est le meilleur par rapport à l'autre boîtier. Mais, ouais voilà, Canon, c'est vraiment celui qui est légèrement en tête devant Sony, mais les 2 sont très, très bons et puis Nikon arrive juste derrière, hein, faut dire qu'ils sont pas très loin non plus et après bon, il y a tout ce qui est, Fujifilm et Panasonic qui, bon gré mal gré, au gré des années, essaye de faire son trou et rattrape un peu son retard, dans le domaine notamment en plein format. Tout n'est pas encore parfait, mais, ça s'est grandement amélioré depuis le S5 II et notamment avec le S1R2 qui est sorti il y a pas longtemps. Mais voilà, faut se dire que globalement maintenant il y a plus de boîtiers qui sortent avec un autofocus vraiment défaillant ou vraiment qui est, à la ramasse, quoi. C'est vraiment des trucs très, très impressionnants. Toi, Eric, tu es un grand spécialiste de Canon, tu es canoniste, Ouais. évidemment, mais est-ce que tu as testé un peu d'autres systèmes, d'autres marques hybrides, et est-ce que tu as pu un peu comparer les performances autofocus avec d'autres marques? Alors en fait, pas sur les boîtiers, actuels parce que là, je suis 100 Canon et donc j'ai vraiment plus que ça. Par contre, avant, j'étais chez Nikon et donc je suis rentré dans le monde des hybrides, chez Nikon avec le Z6, notamment le Z6 II. Heu et là enfin, c'est malheureux, mais c'est ce qui m'a décidé à passer chez Canon parce qu'à l'époque, au niveau de l'autofocus, il répondait pas du tout à mes attentes. Il était Mhm, beaucoup moins performant que le D5. mhm. Heu et je voulais vraiment, moi, tourner la page vers les hybrides parce que j'y trouvais tellement d'avantages et je regrette absolument pas. Et donc c'est la raison pour laquelle, voilà, j'ai switché. Aujourd'hui, je pense que c'est voilà, c'est très, très proche en effet, hein, certainement. Mais je ne saurais pas trop dire, j'ai pas testé Leica, j'ai pas testé Asbalt, Toi, Benjamin, tu as un avis sur le sujet? Tu testes quand même pas mal de boîtiers? Bah, moi, tu sais bien que c'est le Ricoh JR qui arrive en Oui, tête. non, mais Non, je plaisante, évidemment. le PNF, tu veux dire? Détection de contraste uniquement, hein. Oh, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Louis. Je, je pense qu'il faut vraiment mentionner le R5 Mark II. On parle beaucoup du R1. En fait, le boîtier qui surprend le plus, c'est le R5 Mark II qui est sorti en même temps et qui a peu ou prou le même système autofocus avec 45 millions de pixels. Et c'est vrai que c'est là qu'on sent la différence. Quand on passe du R5 au R5 Mark II, moi j'ai eu la chance de le tester dans des conditions de sport co, donc du basket notamment. La gestion de l'AF est bluffante, notamment, j'en avais parlé dans une autre émission, le pilotage de l'AF par l'œil. Ça, on parle de l'autofocus aujourd'hui, c'est une fonction qui est propre au boîtier Canon, et qui était très intéressante. Moi, je l'avais découverte sur le R3, je la trouvais vraiment bien, j'avais du mal à le calibrer. Là, sur le R5 II ou le R1, j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien. Donc, à la fois du point de vue du comportement de l'AF sur le terrain et de l'ergonomie, je mets comme Louis plutôt Canon, on va dire, devant, mais il a raison. Enfin, On cherche la- plus la faille maintenant que l'ultra performance, quoi. ouais, pour prendre une métaphore sportive, la photo finish s'impose pour vraiment Ouais. marquer un podium entre Canon, Sony et Nikon. Sony a longtemps été devant, à juste titre. Ils ont été pionniers aussi dans l'univers de l'hybride. Ils ont été rattrapés. Canon, Sony, on peut dire, est dans le peloton de tête, mais suivi de très très près talonné par Nikon, parce que le Z8, le Z6 III sont des boîtiers vraiment exceptionnels. Bon. Alors, évidemment, cette technologie-là qu'on décrit depuis tout à l'heure, elle s'accompagne aussi d'un objectif et du coup d'une motorisation autofocus implémentée dans l'optique. Selon toi, Eric, c'est quoi la part finalement d'importance ou de performance qu'on doit avoir pour le système autofocus global entre ce que le boîtier est capable de faire et ce que l'objectif est capable de suivre, en fait?
C'est rigolo parce que justement, j'utilise 3 optiques, moi. Le 200-1.8 EF de chez Canon, qui est une Ouais. vieille optique, hein, qui doit avoir une trentaine d'années. Donc motorisation USM, j'imagine, mais genre les Voilà, premières dans générations, les quoi. premières générations. Mais unique, du coup, de par son ouverture Voilà, et c'est la une optique. focale. Après, il y a eu un F2 qui est sorti, mais le 1.8, c'était le premier. Et c'est un bokeh de fou. Enfin, c'est incroyable, cette optique. Mais par contre, là, clairement, sur du suivi AF, par exemple, sur des suivis dynamiques, ah bah là, ça marche pas. Donc, la Ça va pas réponse, assez vite. voilà, ouais, là, ça pompe beaucoup. Il n'arrive jamais à se caler parfaitement. Sur des sujets qui ne vont pas vite ou qui sont immobiles, ça marche très bien. Mhm. Mais sur des sujets dynamiques, ça marche pas. L'autofocus, là, enfin, le moteur d'autofocus, là, clairement, ça marche pas. Par contre, je parlais tout à l'heure du 200-400, qui est donc quand même une ancienne optique et qui avait été développée pour des réflexes et pas des Et hybrides. qui est l'une des dernières optiques EF Ultra Pro développées par Canon, hein. Voilà. Et ben là, par exemple, ça marche très très bien. Je vois pas de différence énorme entre mon 402.8 RF Ok. et ce 200-400. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le plus important, c'est sans doute le boîtier, plus encore que les moteurs. Voilà. Toutefois, on peut quand même dire aussi à nos auditeurs de surveiller ou leur conseiller de surveiller régulièrement les mises à jour de firmware qui sont proposées par les marques parce que il y en a beaucoup pour les optiques. Et qui C'est-à-dire que concerne les optiques, ouais. quand un nouveau boîtier sort, il arrive que des marques suggèrent ou conseillent fortement une mise à jour pour que l'optique suive les performances. Je pense euh, notamment à Tamron qui a récemment mis à jour, je crois, son 70-180 à l'occasion de la sortie de la 9.3 de Sony. Même si ça couvre pas l'ensemble des performances, je crois Ouais. que pour suivre les 120 images par seconde en mode AFS et non AFC, mais bref, ça permet quand même à l'optique de suivre un petit peu les performances du boîtier. Bon. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'il est aussi possible d'appliquer une motorisation autofocus à des optiques qui sont 100% manuelles? Pour cela, il faut un système de motorisation externe, logique, un peu comme les Power Zoom de Canon avec les moteurs qu'on vient greffer à l'extérieur de l'objectif, et un outil qui permet de mesurer en temps réel la distance entre le boîtier et le sujet qu'on souhaite photographier. Et ben, c'est le principe du DJI Focus Pro LiDAR, et on vous propose d'écouter Marie Courtel de Miss Numérique nous en parler. Alors effectivement, DJI a sorti un système qui s'appelle le système Focus Pro, qui permet en fait d'utiliser une optique manuelle en lui installant un système d'autofocus externe et pouvoir gérer l'autofocus de son optique. C'est un système qui a un gros avantage, c'est qu'il peut s'utiliser soit via un stabilisateur DJI, donc RS4, RS4 Pro, etc., mais également sur un ensemble caméra plus cage, sans avoir à utiliser de stabilisateur. Aujourd'hui, c'est très intéressant ce format-là, puisque c'est un système qui va s'utiliser sur des appareils, sur des caméras avec des systèmes de stabilisation de capteurs très avancés. Aujourd'hui, nous n'avons plus forcément l'utilité tout le temps en fonction des conditions de prise de vue, d'utiliser un stabilisateur. C'est également un gros avantage, c'est que ça s'utilise sur n'importe quelle caméra et n'importe quel objectif. C'est un système qui est à la base créé pour les optiques ciné qui n'ont pas d'AF, mais ça peut également s'utiliser sur n'importe quelle optique qui n'est pas cinéma et qui n'a pas un système de bac cranté. Donc vous avez dans un premier temps un moteur qui dispose d'un système d'engrenage qu'on va installer sur la bague crantée de l'optique ciné ou sur la sangle d'engrenage qui est livrée avec pour les optiques qui n'ont pas de bague crantée d'origine. Ensuite, on va avoir un lidar qui va se fixer sur la griffe colchou de son appareil ou de sa cage et qui va être un système qui va calculer les distances avec le sujet sur lequel on veut faire la mise au point. Il y a un troisième élément, si on ne souhaite pas utiliser de stabilisateur, c'est la poignée. Cette poignée, elle va faire office de batterie pour le moteur et le lidar et elle va permettre d'avoir un écran de contrôle pour gérer là où on souhaite faire l'autofocus, le suivi du sujet, puisque vous avez un suivi de sujet, de visage, de véhicule qui est directement adapté sur ce format. C'est un système qui est du coup complètement adapté pour des utilisations de filmmaker en mode solo, en fait, dans des configurations très light avec une optique ciné ou une optique manuelle de manière générale. Et il y a également un autre élément qui existe qui s'appelle le hand unit. Donc en fait, c'est une unité manuelle qui permet également de faire la mise au point déportée
sans fil via un pointeur dans une équipe de tournage, par exemple, et ça permet également de contrôler en plus le zoom et l'iris en y ajoutant un moteur par élément. Eric, tu nous confiais, avant qu'on démarre cet enregistrement, que tu travaillais sur un projet de film, en infrarouge, de nuit, avec des boîtiers défiltrés. Bon, j'imagine que cette technologie, LiDAR, particulièrement performante en faibles conditions lumineuses, ça va quand même un peu te parler niveau autofocus. Écoutez, j'ai écouté sa description là de ce matériel-là. Je me posais la question en même temps, est-ce que ça pourrait me servir? Je sais pas trop, parce que, je vois moi l'AF fonctionne aussi de nuit en infrarouge, puisqu'on éclaire du coup avec des projecteurs. Donc on a de la lumière, on la voit pas, mais elle existe et l'AF fonctionne plutôt vraiment bien. Par contre, cette possibilité peut-être d'avoir un observateur extérieur qui puisse, décider d'un point où aller faire la mise au point pour aider, l'opérateur, ça par contre que ça peut être peut-être quelque chose d'utilisable, à voir. Mais en tout cas, c'est incroyable cette machine-là. C'est presque surprenant finalement de voir que les constructeurs d'appareils photo s'approprient pas cette technologie, LiDAR, qui pourrait coexister en parallèle de l'autofocus hybride phase contraste sur le capteur. Dans le monde de la mobilité et des smartphones, c'est utilisé. On retrouve ce type de capteur pour assurer la mise au point. Et dans l'univers hybride aussi, puisqu'il y a un boîtier chez Lumix qui le fait, c'est le S5D, qui est sorti de manière très discrète et qui est compatible avec le système LiDAR DJI. Ah oui, ok. Oui. Oui, oui. Et avec le Ronin RS3 Pro, qui est une gimbal en fait. Donc, si, ça existe. Après, l'intérêt, je pense qu'on est surtout sur de la niche quand même. Donc, peut-être que les utilisateurs peuvent se tourner vers ce boîtier-là, en tout cas, pour des besoins. Sinon, ils vont direct chez DJI, quoi. Ils prennent un drone. Alors, on va maintenant s'intéresser aux différents modes de fonctionnement du système autofocus qu'on va retrouver sur la majorité des boîtiers. Le premier choix à faire, c'est de travailler en autofocus ponctuel ou en autofocus continu. Eric, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux modes autofocus? C'est très simple, l'autofocus ponctuel, donc il s'appelle, AFS, je crois, chez la plupart des constructeurs, sauf chez Canon où c'est l'AF, One shot. One shot, voilà. En fait, il va faire la mise au point une fois sur un sujet, donc et puis ensuite, ensuite il fait plus la mise au point. Donc ça, c'est très bien pour les sujets statiques. Par contre, pour les sujets en mouvement, c'est clairement l'autre mode qu'il va falloir privilégier, donc l'AI Cerveau, je crois, Chez Canon. chez Canon, et donc qui va continuer à faire le point, et de suivre le sujet tant qu'il est en mouvement. iServo chez Canon, AFC chez les autres. Chez Canon, on trouve même, alors ça dépend des boîtiers, maintenant c'était plutôt abandonné, mais on l'a vu ressurgir, le iFocus, qui est un mix des deux en fait. Voilà, qui va prendre le meilleur de J'ai jamais l'AFS, bien de compris l'AFC. comment il fonctionnait ce truc-là. Il est plus erratique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va partir du principe que la mise au point est faite en AFS, et donc si le sujet, mettons sur un portrait, bouge de l'avant vers l'arrière ou sur un côté, il est censé basculer automatiquement en AFC. Concrètement, quand on est en one shot ou en AFS, quand on appuie à mi-cours sur le déclencheur, ça envoie l'autofocus une fois pour toutes, Ouais. là où le collimateur a été sélectionné, et on peut donc verrouiller cet autofocus. À la différence qu'en autofocus continu, dès qu'on appuie à mi-cours sur le déclencheur, l'autofocus recalcule en permanence la distance entre le boîtier et le sujet. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la gestion de ces fameux collimateurs autofocus et même de ce qu'on appelle les zones autofocus. Ça, qu'est-ce que ça permet de faire et comment ça marche? Alors en fait, aujourd'hui, moi en ce qui me concerne, j'utilise plus du tout les groupes de collimateurs. Je me sers uniquement des zones, ou alors de la totalité du capteur,
ou alors des zones autofocus que j'ai prédessinées, hein, puisqu'on peut choisir la forme du rectangle, du carré, sa taille, plus allongé, plus étroit, etc. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai en permanence accès sur un bouton fonction à mes 4 formes d'autofocus. J'ai le capteur, un seul capteur, enfin un seul collimateur, le plus fin possible. J'ai le choix ensuite entre 2 zones d'autofocus. Généralement, c'est un carré et une bande horizontale, l'une ou l'autre. Et j'ai la possibilité d'avoir la totalité de mon capteur. Et en fait, je joue en permanence avec ces quatre sélections possibles-là, y compris pendant la prise de vue, hein. Ça peut m'arriver, par exemple, sur une même scène dynamique, de passer de la totalité du capteur à juste une zone. Donc ça veut dire qu'il faut pianoter un petit peu sur son boîtier, il faut bien le connaître. Mais j'utilise plus que ça et plus du tout les groupements de collimateurs. Tu auras un exemple concret de prise de vue où tu vas basculer de l'un à l'autre? Oui, complètement. Par exemple, ça peut m'arriver d'avoir un animal qui va aller en vol, par exemple, aller se mettre dans des branchages ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, pour continuer à le suivre ou le retrouver, je vais aller chercher juste un collimateur parce qu'il va y avoir plus qu'une partie de l'animal qui va être visible. Ça peut être aussi avoir un groupe. Par exemple, j'imagine un groupe de canards sur l'eau, et puis avoir donc là ma zone qui va être ma zone horizontale, qui va être dédiée pour garder tout ce groupe de canards, et il y en a un qui décolle, et là du coup pour être sûr là l'autofocus sur fond de ciel, sur la totalité du capteur va très 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 bien fonctionner, et du coup je vais passer en totalité du capteur. Alors ça, c'est pas toujours nécessaire parce qu'on peut aussi, chez Canon, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on peut dire à l'autofocus de rester toujours dans la zone qu'on lui a prédéterminée. Et on peut lui dire aussi, ben, écoute, tu commences dans la zone qu'on a prédéterminée et tu peux aller chercher au-delà si besoin est. Mais j'ai du mal un peu à comprendre parce que là, si on se met dans la logique du qui peut le plus, peut le moins, pourquoi on se met pas sur l'intégralité du capteur en permanence? C'est quoi l'intérêt de le contraindre finalement? Ben, en fait, je pense que le problème aujourd'hui des autofocus, et notamment de la reconnaissance des sujets, c'est qu'ils pêchent par leur extrême efficacité. Et ce qui se passe parfois, c'est qu'on a l'autofocus qui va aller. Je passe par exemple en sous-bois, hein, c'est des situations dans lesquelles je suis très très souvent. Il va reconnaître dans l'image quelque chose qui pour lui est un œil, qui pour lui est une silhouette. Et du coup, si on peut pas déparamétrer ça, eh bien, on est râpé pour la map parce il va se tromper d'œil, en fait, ou il va se tromper de sujet. J'ai un exemple d'image qui est très drôle. Au début, quand j'ai eu le R3, j'étais en sous-bois à l'affût, et il y avait le soleil qui tapait sur des chevreuils qui arrivent, et d'un seul coup, la F se barre et se met sur un tronc d'arbre. Et j'ai pas compris pourquoi, et bon, je l'ai rattrapé, et puis j'ai fait mes photos de chevreuil. Et quand j'ai regardé à la maison, que j'ai fait mon workflow, et que j'ai regardé les images, et je me suis rendu compte qu'en fait, la F, il a été chercher l'ombre du chevreuil sur le tronc d'arbre. Lui, il a reconnu. Alors, c'est silhouette, encore quoi. plus fort, c'est la Ouais. détection silhouette. C'est extraordinaire. Si, ça fait une belle photo. alors. Alors du coup, ça fait une photo que j'ai conservée d'ailleurs. Mais c'est pour dire que des fois, la F, en fait, ils sont tellement bons que voilà, très souvent, ça arrive par exemple sur des feuilles. Il y a un trou dans une feuille, par exemple, il va prendre ça pour un œil. Et ça, il faut pouvoir du coup lui dire, bah non, là, tu laisses tomber ça et tu vas me chercher le vrai sujet. Hmm. Ah. Parce qu'au final, peut-être le dernier paramètre qu'on a, c'est de décider de travailler ou non avec cette fameuse technologie de détection, dans cet ordre, hein, détection, reconnaissance, et pour terminer, suivi du sujet. On a un peu énoncé les Ouais. différentes cas de figure qu'on peut rencontrer, enfin ce que le boîtier est capable de reconnaître. À quel niveau de paramétrage on peut aller à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire au boîtier: OK, là, je suis en train de photographier des voitures. Le sujet principal, c'est des voitures, donc tu ne t'intéresses qu'aux voitures, ou finalement, c'est une grosse fonction qu'on active ou qu'on désactive? Eh ben, les deux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, du coup, voiture, je l'active jamais. Mais par contre, animaux, tout le temps. Mais j'ai aussi une touche fonction qui me permet de déparamétrer totalement le sujet. Alors là aussi, cette touche fonction-là, en fait, elle est soit, parce que mon sujet, moi, c'est les animaux, donc c'est soit animaux, soit rien.
Parce que parfois, eh bien, alors d'abord, si on veut faire un paysage, par exemple, bah, du coup, on la désactive parce que ça permet de faire aussi autre chose tout en travaillant sur les animaux. Et puis, bah, parfois, il trouve pas, ça arrive, hein, qu'il se trompe et donc le fait de la désactiver, il va repasser en mode totalement automatique général et puis on va retrouver son sujet. Même chose, j'ai une touche, MFN là, qui me permet d'annuler la détection des yeux. Parce que je prenais l'exemple tout à l'heure de la feuille qui prend, pour un œil, le petit trou dans la feuille qui prend pour un œil. Bah, une des manières de retrouver le bon sujet, c'est de désactiver cette détection des yeux et du coup, il va rechercher une silhouette et puis ça marche. Hmm. Par contre, il y a souvent une nuance qui est faite en photo animalière entre les animaux et les oiseaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur laquelle tu es vigilant sur le terrain ou est-ce que ton mode de prédiction des animaux te convient aussi pour les oiseaux? Ben, en fait, chez Canon, ça fait tout en même temps. Il n'y a pas oiseau ou mammifère, par exemple. Contrairement à chez Nikon, par exemple, où il y a un mode dédié. Exactement, exactement. On parlait tout à l'heure du deep learning. Moi, ce que je rêve, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais ce que je rêverais, c'est d'avoir un boîtier que je puisse, moi, lui apprendre les choses. C'est-à-dire quand je fais des photos, même Ça, jusqu'au niveau de c'est la l'espèce, par suite, exemple. ça. C'est la suite de Pardon. l'histoire, je pense. Je pense Ouais, vraiment que c'est la suite de l'histoire ouais, et c'est ce qui risque d'arriver dans les années à venir. On va avoir des boîtiers qui vont apprendre de notre propre usage c'est ça. et qui vont devenir des outils personnels Et que tu puisses adaptés même à soi, quoi. Encyclopédique. Et que tu puisses même diffuser, tu vois, par exemple, je travaille sur le faucon pèlerin pendant des semaines. À chaque fois que j'ai un faucon pèlerin qui me fait la bonne détection, j'y mets OK, ça c'est bien un faucon pèlerin, ça là tu t'es trompé. Et puis après ça, d'enregistrer ces presets-là, et puis pourquoi pas de les donner, tu vois, à d'autres photographes. Enfin, moi j'ai vachement bossé sur cette espèce-là, tiens, ben, je te donne mes presets là, et ça serait extraordinaire. Et alors là, on gagnerait en efficacité pour des sujets extrêmement précis. Et tout à l'heure, tu disais, ça reconnaît certaines espèces. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça reconnaît juste des animaux et certains groupes d'animaux, mais on pourrait aller du coup à l'espèce. Et Là. bah, figure-toi que Swarovski a développé une paire de jumelles Ouais. dopées à l'IA. Je crois que c'est l'AX Visio qui est capable d'identifier les espèces d'oiseaux. Donc, je ne sais Ouais. pas quel est le niveau de fiabilité, si ça fonctionne très bien. En tout cas, la technologie est folle. Et si un jour ce genre de technologie vienne à être implémentée dans les boîtiers, bah, ça va encore rajouter une strate de précision, de description, de pertinence à tout ça, quoi. Est-ce que c'est pas un peu triché, finalement, que d'utiliser toutes ces technologies? Les constructeurs, ils essayent de faire croire que l'autofocus n'est plus un sujet maintenant pour le photographe. Est-ce que c'est vrai? Clairement, je pense que c'est vrai. Par contre, en tout cas moi, pour ma pratique de photographe pro, j'avais une certaine expertise avant l'arrivée de ces systèmes-là qui sont devenus ultra performants, où j'avais vraiment beaucoup travaillé pour justement réussir à faire des images très dynamiques, qui étaient vraiment difficiles à faire avant. Et puis les autofocus ont tellement progressé aujourd'hui que cette expertise-là, aujourd'hui, je peux plus vraiment la faire valoir parce que arriver à faire des photos ultra dynamiques, c'est à la portée de n'importe qui prend n'importe quel appareil photo. Enfin, pas n'importe quel, évidemment. Les boîtiers les plus performants, par exemple, de chez Canon, sont capables, pour n'importe quel photographe aujourd'hui, de faire des photos ultra dynamiques. C'était impossible. Enfin, c'était très difficile avant. Oui, Ouais. mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que, et tu viens de le dire, il y a des moments où il faut savoir débrayer, il y a des moments où il faut savoir faire des choix pour obtenir telle ou telle image. Il y a des techniques comme le filet qu'il faut quand Ouais. même maîtriser. Je veux dire, tu vas pas demander à ton appareil de te faire un filet sur commande. Donc, quelque part, l'expertise, enfin, je remonte un peu ta cote, ton ego de photographe, mais je le pense. C'est-à-dire que encore Oui. faut-il pouvoir cocher les bonnes cases ou les décocher en fonction de la situation. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, l'expertise, elle est presque sur la capacité à régler, mémoriser les bonnes fonctions sur son boîtier. C'est devenu tellement complexe que l'expertise, elle est plus là que sur la capacité à faire le point et le cadrage au bon endroit sur l'image. Après, c'est sûr qu'un filet, si on ne sait pas les paramètres de vitesse qu'il faut avoir pour faire un filet, ça va toujours pas marcher. Mais par contre, aujourd'hui, il y a quand même une assistance au filet au niveau de la F qui est assez efficace, hein, pour l'avoir expérimenté. Le fait d'avoir cette stabilisation là qui se fait que sur l'horizontal, c'est super efficace, quoi. Hein. Ouais.
Et on rentre pas dans le débat du moment décisif avec la nouvelle technologie du prédéclenchement. On en a déjà parlé à ces micros. Ça ne fait que rajouter une couche à cette réflexion un peu philosophique. Euh, alors, on a naturellement une certaine facilité à se projeter dans l'utilisation de ces différents modes autofocus en photo en fonction des différents types de sujets ou situations qu'on peut rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il en est en vidéo? Alors, on a demandé à Nikos Argilet, qui est réalisateur de documentaires, de nous parler de la manière dont il travaille avec l'autofocus sur ses tournages. Aujourd'hui, sur tous les boîtiers, que j'ai à ma disposition, la C300 Mark III, un Canon, R5C, une C70, il y a de l'autofocus et un bien meilleur autofocus qu'à l'époque. Et en gros, l'utilisation qui en est faite, c'est, d'aider à la mise au point plus que de compter uniquement dessus pour ses prises des vues. Non, en gros, moi, ce que je demande à un autofocus pour de la prise de vue, c'est de suivre les visages et de détecter les visages et de détecter l'œil quand c'est possible, de mon sujet puisque c'est ça qu'il faut qu'il soit, c'est sur l'œil, sur le visage que doit se faire, la mise au point puisque la majeure partie des choses qu'on filme, c'est, des êtres humains. Et donc au niveau des réglages, quand je me sers de l'autofocus, je le mets en mode, face only, donc uniquement en reconnaissance de visage, en continu et avec une détection de l'œil quand c'est possible. Après, au niveau des réglages, plus fins, l'idée c'est d'avoir, une mise au point qui se rapproche de celle qu'on pourrait faire à la main, qui est la plus naturelle en vidéo. C'est-à-dire qu'il soit, ni trop rapide, ni qui passe trop rapidement d'un sujet à l'autre. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un temps de réponse qui soit, la plus rapide possible, mais par contre d'avoir un temps de mise au point qui soit ralenti. Justement parce que c'est ce qui émule le mieux la mise au point manuelle qu'on fait avec la main. Donc, les scénarios dans lesquels, j'utilise l'autofocus, c'est, les interviews où il y a plusieurs caméras. On ne peut pas forcément, être derrière chaque caméra. Quand on est 3 ou 4 pour une interview et qu'on est 2 cadreurs, on a besoin de pouvoir, faire confiance à l'autofocus. C'est aussi, tout ce qui est, caméra sur des gimbals de type Ronin. Aujourd'hui, l'autofocus, en vérité, je l'utilise pour moins de 10 des plans que je réalise. Parce que c'est mon métier et c'est aussi, mon regard de faire la mise au point et donc cadrer, bouger et faire le point en même temps. Ça fait vraiment partie des compétences de base, du chef opérateur. Même si aujourd'hui les autofocus sont, très précis et puissants, c'est difficile de remplacer, l'œil humain et des années, d'expérience et surtout l'autofocus peut pas lire dans mon cerveau et savoir exactement, ce que j'ai envie de où est-ce que j'ai envie de mettre l'accent, qu'est-ce que j'ai envie, de mettre dans la zone de netteté de mon image et peut pas anticiper forcément, les mouvements que je vais faire et les mouvements que vont faire le sujet en face de moi. Donc aujourd'hui, c'est 10 à peu près des plans sur, pas mal sur des interviews, pas mal sur des situations difficiles. Mais, je pense qu'avec une technologie qui progresse de plus en plus, il est possible que ce pourcentage, augmente avec le temps si les progrès continuent, d'évoluer dans le bon sens. Bon, ça va un peu dans le sens de ce qu'on avait commencé à souligner. En vidéo, la mise au point manuelle, a priori, n'a pas dit son dernier mot. Avec la notion de temps, il y a une véritable signature et intention de la manière de faire le point, quoi. Tu fais de la vidéo, du coup, tu en phases un peu avec ça? Alors, pas trop parce que, alors je fais de la vidéo, je suis contraint et obligé parce que moi je suis vraiment, vraiment un amoureux de l'image fixe et pas du tout de la vidéo, mais pour les besoins des différents projets, là, je suis obligé de m'y mettre et encore une fois, en animalier, c'est pas comme quand il y a un groupe de personnes où là, on va jouer sur les regards, on va jouer moi, c'est vraiment, moi, du coup, filmer l'animal et là, encore une fois, en vidéo aussi, l'AF fonctionne du tonnerre donc je dois dire que je fais quand même très souvent confiance à l'AF.
Mais ça m'arrive aussi de débrayer. J'ai toujours là aussi une touche fonction de façon à pouvoir le débrayer pour pouvoir aller faire voilà, le point sur sur autre chose. Mais moi, je dirais que la différence, c'est pas 10% à l'AF et 90% en manuel, c'est plutôt C'est l'inverse. l'inverse. Ouais, moi je suis hyper surpris par ce faible pourcentage. C'est vraiment très très faible parce que autant il y a beaucoup de vidéastes qui continuent à bosser en manuel et qui privilégient ça parce qu'ils ont appris comme ça et ça peut tout à fait se comprendre. Parfois parce que c'est simplement des optiques manuelles, donc ils n'ont pas le choix parce qu'il y a beaucoup d'optiques manuelles en vidéo. Autant là, on peut dire que les performances permettent aujourd'hui de se fier à l'AF même en vidéo. Enfin, je pense qu'on y est déjà, donc je suis relativement surpris par les 10% de Nikos, mais bon, peut-être qu'il va l'augmenter de manière accrue en faisant confiance lors des prochains tournages. De la même manière, les constructeurs aussi développent des algorithmes un peu spécifiques, spécialement conçus pour ces usages vidéo, hein. On le voit par exemple sur les boîtiers qui sont un peu orientés pour l'exercice du vlog, où on va retrouver des modes autofocus vraiment conçus pour ça, avec des AF qui vont être hyper réactifs, qui vont pouvoir basculer en une fraction de seconde du visage à un produit, à une table, à un truc. Voilà, il y a aussi des algorithmes qui vont dans ce sens-là, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont développés et exploités pour un usage photo. Alors maintenant, on va essayer de vous proposer une série de réglages qu'on l'espère pertinents sur différents types de sujets et différents types de situations de prise de vue. Idéalement, il faut déjà bien connaître son boîtier pour être capable de basculer d'un mode à un autre le plus rapidement possible, tout en restant au viseur. On peut, et tu l'as un peu déjà souligné, personnaliser certains boutons, commandes, molettes des boîtiers pour aller un peu dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment toi, tu configures, personnalises plutôt ton boîtier au niveau de l'autofocus pour être réactif et être capable de t'adapter en une fraction de seconde à différents types de situations? Oui, donc ça, c'est vraiment une partie très, très, très importante aujourd'hui. C'est que il faut vraiment paramétrer ces touches fonctions là, qui sont propres maintenant à beaucoup de boîtiers, mais chez Canon, il y en a un paquet. Et donc la première chose que je fais, moi, c'est d'avoir un autofocus qui puisse être une touche qui me sert beaucoup, c'est de pouvoir aller au-delà de la zone que j'ai définie ou pas. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que moi, j'ai donc 4 situations d'autofocus que je garde en mémoire. Donc, c'est soit un seul collimateur, soit 2 zones, une zone rectangulaire, une zone carrée de plus ou moins grande taille, que je vais pouvoir déplacer comme je veux grâce à, on n'en a pas parlé, mais cette touche là chez Canon. Joystick, quoi. Alors, pas le joystick, mais cette petite touche. Non, c'est une touche tactile. Voilà. Qui est Oui. juste au-dessus, un petit peu à droite, là. Cette touche-là, je l'utilise à 100% ou 99%. Vraiment, c'est d'une efficacité incroyable, extrêmement rapide, extrêmement intuitive. Enfin, C'est vrai que le collimateur se déplace à une vitesse folle grâce à voilà, ça, et en extrêmement l'effleurant. précise. Voilà, en l'effleurant, et c'est extrêmement précis. Donc ma zone là prédéfinie, je peux la mettre un petit peu où je veux très rapidement. Donc ces 2 zones et puis la zone totale. Donc là, j'ai une touche qui est paramétrée pour pouvoir accéder à ces 4 zones autofocus différentes. Et j'ai une touche fonction, que là, c'est marrant parce que je fais les gestes avec mes doigts en même temps, qui est en bas, là, juste en dessous de l'optique, qui me permet de dire au boîtier, ben voilà, ces zones autofocus, tu dois rester dedans ou tu peux aller au-delà si besoin. Ça, pourquoi? Parce que, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai mettons un martin pêcheur sur une branche au milieu des feuillages, eh bien, je vais lui dire, tu restes toujours dans mon carré, là, parce que tu vas me chercher le martin pêcheur que ici. Et surtout pas ailleurs, pour être sûr que ça décroche pas, enfin. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai toujours de paramétrer. J'ai, comme je disais aussi tout à l'heure, la reconnaissance de l'œil qui est que je peux chanter si j'ai besoin. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ça c'est vraiment les choses les plus importantes selon moi. T'as pas une touche qui te permet de basculer de AFC à AFS Alors, instantanément? entre AFC et AFS, en fait, je change jamais. Je suis toujours en AF continu. Ok. Ouais. Est-ce qu'on a tendance à Ouais. privilégier beaucoup d'utilisateurs d'hybrides aujourd'hui et
franchement, pour le meilleur. Enfin, je commence à m'y mettre aussi un petit peu, et c'est vrai que c'est très, très efficace. Ça fonctionne. Oui, parce que quand ton sujet s'arrête, de toute façon, l'autofocus s'arrête. Et quand il redémarre, bah, il est prêt et ça redémarre tout de suite. Ouais. Et par contre, est-ce que tu utilises les modes de personnalisation de menus, genre des C1, C2, en fonction des configurations? Peut-être qu'un photographe de sport qui va passer du vélo à la Formule 1, on a reçu Pauline Ballet récemment, va Mm. basculer comme ça d'une position à l'autre pour être prête à photographier. Est-ce que tu fais pareil? Ouais, je fais exactement pareil. J'utilise donc C1, C2 parce que au niveau de l'autofocus aussi, j'ai un mode donc en C1 qui le sépare du bouton en fait. C'est-à-dire que Ah mon oui, AF, c'est il est décorrélé. Tu as voilà, la c'est F-on, décorrélé. tu fais la F et tu vas mesurer l'exposition Et la autrement. F, voilà, sur le bouton. Comme ça me permet d'être sûr à un moment donné, tant que j'appuie pas dessus, ben, mon AF, il va pas aller décrocher. Ça, je vais l'utiliser ce mode-là quand je travaille en forêt, par exemple. Parce que même si, on en parlera peut-être tout à l'heure, on peut choisir, on peut dire au boîtier, bah, tu décroches plus ou moins vite en fonction d'un obstacle qui pourrait se présenter. Donc ça, c'est très important de bien le paramétrer. Mais en plus, quand je suis en forêt, et notamment qu'il y a du feuillage, si par exemple mon AF, grâce au collimateur unique, je vais aller chercher, je sais pas moi, l'œil d'un cerf à travers le feuillage, eh bien, je vais décorréler de mon bouton déclenchement pour être sûr que la F aille pas décrocher et perdre le point. Par contre, quand je vais être sur des milieux complètement ouverts, je pense en affût flottant par exemple sur un étang, où là, il n'y a pas a priori tellement d'obstacles autour de mes sujets, parce qu'on est sur l'eau ou sur fond de ciel par exemple, eh bien là, je vais avoir mon AF qui va être directement corrélé à mon bouton déclenchement. Et là, ça va être sur mes paramétrages C2. Donc C1, C2 se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qu'il va y avoir entre les deux? Bien, la décorrélation du bouton et du déclenchement sur C1 et pas sur C2, et la vitesse de décrochage justement, qui va être souvent sur C2, ça va être vraiment sur des prises de vue très dynamiques, où là, je vais demander à mon AF d'être le plus réactif possible, alors que sur C1, beaucoup moins, parce que je vais être dans des environnements où c'est moins dynamique et où il y a plein, plein, plein de sujets parasites potentiels. C'est un point super important, ce que tu mentionnes là, c'est-à-dire le décrochage. C'est en gros le maintien du suivi du Ouais. sujet malgré la présence d'un obstacle. Par exemple, si on prend un sport collectif, ça peut être le moment où le joueur reçoit le ballon, mais entre l'objectif et le sujet, il va peut-être y avoir une masse de joueurs qui va passer, qui va défiler. Et donc, ça veut dire que pendant un certain temps, tu vas faire en sorte que l'AF garde le focus, le suivi sur le sujet malgré la présence d'obstacles. Et une fois qu'ils vont disparaître, Ouais. le suivi va être conservé sur le joueur. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment paramétrer dans les menus, c'est important. Carrément, ça c'est très important. Alors, il y a autre chose chez Canon, alors peut-être que chez les autres ils l'ont aussi, j'en sais rien, mais du coup chez Canon il y a autre chose que je paramètre aussi sur une touche de fonction, c'est le verrouillage de la F. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi au boîtier, là le sujet que tu as là, je te le verrouille, et donc tu me le conserves quoi qu'il arrive. C'était plutôt, ok, Et- c'est plutôt ça que je mentionnais, mais ça se rejoint. Enfin, Euh, c'est un ensemble de choses vraiment à Voilà, paramétrer. tout ça, en fait, ça va ensemble. Ouais. Et tout ça, il faut passer un petit peu de temps pour le paramétrer. Et puis surtout, après, il faut se souvenir de ce qu'on a paramétré sur les touches. Bah, tout à fait. Donc, non, mais là, si c'est pas la preuve que le photographe reste en maîtrise du boîtier, enfin, moi, je veux bien qu'on dise l'AF fait tout. Ouais, donc clairement. Non. Clairement. Moi, c'est ce que je dis souvent, hein. Je travaille, quand j'ai un boîtier comme ça qui est extrêmement pointilleux, que ce soit le R1 ou le R3, je travaille mon boîtier comme un pianiste fait des gammes. C'est-à-dire que je vais me mettre dans des situations. La mangeoire, par exemple, c'est très bien pour faire des photos dynamiques d'oiseaux en vol qui se bagarrent, etc. Et je vais passer des heures vraiment dans l'affût à paramétrer le boîtier jusqu'à temps que j'ai les réglages qui me semblent les plus efficaces. Et ensuite, eh bien, il faut travailler régulièrement pour se rappeler de dire, bah oui, non, j'ai cette touche fonction-là, elle est sur ce bouton-là. Et, si je suis plusieurs semaines sans utiliser mon boîtier dans des situations dynamiques, au début, il me faut un réapprentissage. Parce Et que, d'où l'importance d'être en c'est- phase avec l'ergonomie d'un boîtier Ah, et les complètement. menus. Hein. Ça fait partie du choix d'une marque et d'un système. Ça, Voilà, les boutons hyper qui important. tombent exactement là où il faut et qui Pour soient... certains, ce sera chez Canon, pour d'autres, ce sera chez Nikon, parce que les touches sont placées à tel ou tel Ouais. endroit. Donc ça, c'est super important. Clairement. Et justement, d'un point de vue ergonomique, tu es plutôt de la team à tout personnaliser sur le boîtier ou tu exploites aussi ces fameuses touches qu'on peut retrouver
notamment sur les très beaux téléobjectifs où on a accès à des boutons personnalisables aussi pour appeler telle ou telle fonction? Alors, je les utilise, notamment, ce que j'utilise beaucoup, c'est la couronne sur le 400-8, mais il y a aussi ça aussi sur d'autres optiques, chez Canon, qui permet de mémoriser, un point précis. Alors on peut le mettre aussi sur des touches fonctions maintenant, hein. Ça, c'est quelque chose que j'utilise, très souvent dans des affûts où je vais avoir un sujet qui normalement doit être un endroit très précis, sur un perchoir, par exemple. Donc je prémémorise exactement le point et ça me permet d'aller le rechercher très vite si mon AF, ce qui arrive quand même parfois, hein, ils ont beau être extrêmement, ultra efficaces, ça arrive des fois qu'il soit défaillant et puis qu'il aille sur le fond, par exemple, qui peut être très loin et puis ça me permet de ramener mon AF tout de suite à l'endroit où j'attends mon sujet. Et la retouche manuelle du point, c'est obsolète du coup maintenant? Alors, oui et non. C'est-à-dire que je l'utilise quand même, aussi parfois, mais, je dois dire que c'est quand même alors ça va m'arriver sur des, situations de photographie quasi nocturne, où là, les AF sont devenus complètement dingues aujourd'hui. Ils sont capables de faire la mise au point là où nous, on n'y voit plus. Mais là, la retouche du point va permettre d'affiner, la map parfois sur des situations extrêmement difficiles, en termes de lumière. Parce que la retouche manuelle du point, c'est une fois que l'AF est fait, on peut intervenir sur la bague de mise au point, mais ça aussi, ça se paramètre dans le Ouais, boîtier, ouais. Pour faire en sorte, si l'AF est un peu foireux, de retourner préciser. au bon endroit et d'aller vraiment sur un œil, par exemple, ou autre. Ouais, complètement. Bon, maintenant on va se mettre dans des situations concrètes. Et on va faire quelque chose de collégial et on va essayer de proposer un paramétrage global autofocus. Donc on va parler du mode, de la gestion des collimateurs, de l'activation ou non de la détection et du suivi du sujet et des éventuels réglages spécifiques qu'il faut envisager. Cas de figure numéro 1. Eric. Portrait posé réalisé en extérieur à main levée avec une optique très lumineuse, type 85 mm. Bon bah là, alors c'est pas une optique le 85 que j'utilise beaucoup moi, mais ça sera la même chose. Là, clairement, je vais être en AI Cerveau parce que comme je disais tout à l'heure, De toute façon, AI Cerveau, vous allez dire ça à chaque fois. Ouais, bah oui, Hein. ouais, je pense que clairement aujourd'hui, il n'y a plus besoin de l'autre mode. Détection des visages, évidemment, hein, dans un cas comme celui-ci, ça fonctionne ultra bien. Détection de l'œil aussi, on peut choisir soit l'œil en automatique, soit l'œil gauche, l'œil droit. Donc ça peut être intéressant de conserver cette possibilité-là. Moi, personnellement, dans mes réglages, j'ai enlevé c'est soit œil, soit pas œil, mais on peut garder œil gauche, œil droit, et je pense que là, dans un cas de travail sur le portrait, c'est intéressant. C'est ce que j'allais ajouter, c'est que selon les marques, enfin, généralement aujourd'hui, sur toutes les marques, on peut le faire, selon le type de portrait qu'on est en train de faire, on peut préciser, surtout si on travaille à 1.2 par exemple, avec le 85 mm 1.2, on peut préciser qu'on va sur l'œil, par exemple, gauche, si on fait une photo de profil, etc., pour ne pas... Enfin, que l'AF tente de basculer sur l'autre œil, par exemple. Exactement. La profondeur de champ est tellement faible qu'il faut être sur le bon œil si on veut sur l'œil en tout cas qu'on veut qu'il soit net. Ouais, et ça, on peut l'indiquer. Ouais, voilà, complètement. Et non seulement on peut l'indiquer, mais on peut même en plus lui dire tu passes à gauche, tu passes à droite très 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 rapidement. Et puis après, au niveau de la détection AF, là, un portrait comme ça au 85, je dirais détection globale, hein. Ça marche tellement bien qu'il ne faut pas chercher midi à 14h, quoi. Moi, j'ai jamais réussi à vraiment apprivoiser ces nouveaux systèmes autofocus. Moi, j'ai appris la photo numérique avec des réflexes. Alors, bon, ça va faire flipper tout le monde, hein, mais sur un 300D ou sur un 5D où on avait 3, 4, peut-être 8 collimateurs, on travaillait toujours avec le central parce que c'était le seul qui était croisé, qui était le plus véloce et le plus sensible. Et moi, je ne jurais. Bon, je faisais pas beaucoup de trucs qui bougent, mais je ne jurais que par le one-shot collimateur central, tu captes, tu décaptes, tu déclenches. Bon, c'est différent aujourd'hui. Perso, je le pratique toujours, le cadrage des cadrages. C'est très sympa avec des collimateurs centraux et ça se fait aussi très bien. Mais sur le portrait, avec les outils d'aujourd'hui, je pense que... Il n'y a plus besoin, quoi. Franchement... Ouais. Bon. Deuxième situation. Paysage, toujours à main levée, à l'hyperfocale, avec un grand angle TIC 24 mm. Oh là, si on est à l'hyperfocale, en plus, je pense que c'est simple. On peut même chanter l'autofocus, hein, si on veut. Mais après, là, encore une fois, détection globale. Je pense que Le cerveau aussi, là, pour du paysage.
Alors, on pourrait peut-être passer en one shot pour être certain Ouais, qu'il moi a je pas dirais cherché one shot un ou peu. Ouais, AFS AFS. chez les autres marques. Parce que Ouais. si jamais un sujet débarque, qu'on veut une zone de netteté étendue, puis par exemple au premier plan, un cerf surgit, Ouais, clairement. on va avoir une belle photo de cerf, mais tant pis pour le paysage. Moi, personnellement, vraiment en paysage, généralement, je passe en manuel. Ok. Ouais. C'est quelque chose que j'utilise encore pas mal, la mise au point manuelle quand même, hein. Et en paysage, généralement, je passe en manuel. Ouais. Bon. On continue. Reportage sur des sujets variés qui peuvent aller de sujets fixes en mouvement, des portraits, voilà, des choses qui peuvent évoluer très rapidement. On a un 35 mm. Comment avec son autofocus? Bien là, je pense qu'on est sur des gens, donc encore une fois, détection de portrait, enfin détection de visage. On peut aussi, si on connaît les personnes et qu'on veut en suivre une ou deux en particulier, on peut aussi mémoriser les visages, ce qui marche aussi super bien. Et puis, peut-être que là, on va aller chercher plutôt des zones AF, parce que j'imagine que si on est dans une salle où il peut y avoir des éléments perturbateurs ou même, je sais pas, des portraits accrochés au mur ou des choses comme ça, eh bien, on lui dit, bah, d'abord, tu vas me chercher, mes gens, ils se situent là, dans mon cadre, là, et tu vas chercher d'abord ici, et après, on lui laisse ou non la possibilité de sortir de cette zone. Moi, c'est comme ça, je pense que je travaillerai. C'est comme ça que je travaillerai, sûrement. Et détection des yeux, ça c'est sûr et certain pour les gens, ça marche aussi très très bien. Enfin, c'est même comme là que ça marche le mieux, je pense. Euh, ouais, c'est comme ça que je paramétrerai, je pense. Toi aussi, Benjamin, même genre de config? Oui, surtout si c'est du reportage social sur du mariage, ce genre de choses. Je pense que c'est assez pertinent. Puis je pense, j'imagine, si j'avais en tout cas un boîtier Canon, ce sont les seuls à le faire pour l'instant, que j'utiliserais beaucoup du coup le mode de mise au point à l'aide de l'œil, tout simplement, oculaire. Parce que vraiment, ça m'a tellement plu sur le R5 Mark II, j'imagine bien l'utiliser dans ce cadre-là. Bon. Là, on est dans ton univers, Eric. Photo animalière en affût, grande distance, avec un 300 ou un 400 mm. Ben là, si c'est vraiment très très loin, alors je suis surpris, hein, parce que là encore, la détection des animaux, même à très grande distance, ça marche de manière. Je l'ai encore vu cette semaine. Un moineau minuscule à 80 mètres, il trouve. Alors les oiseaux, je trouve que c'est ce qui marche le mieux d'ailleurs. Mais il te trouve le moineau, c'est hallucinant comment ça fonctionne. Mais sinon, là, je vais plutôt aller chercher peut-être un collimateur que je vais aller mettre sur mon sujet s'il est vraiment très loin, surtout au 200 ou 300, ça grossit quand même pas tant que ça. Je vois si j'ai un chevreuil à 300-400 mètres, je pense que c'est ce que je vais faire. Et ça arrive assez souvent, ce genre de situation. Et puis là, je vais même peut-être lui dire de rester sur le collimateur, de pas aller me chercher autre chose. Et dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment intéressant de dissocier du coup l'AF du bouton déclenchement. Hein. Et est-ce que l'oiseau avait la même couleur que son environnement? Ouais. C'est ça qui est important aussi, parce que parfois, selon les boîtiers et les constructeurs aussi, on peut se faire piéger. L'AF se fait piéger parce que peut-être que l'oiseau va être dans des branchages pas identifiables au niveau du contraste. On parlait tout à l'heure de détection de contraste. Et là, il peut être à la rue. Et là, on bascule en mise au point manuelle. Mais j'ai vu même la semaine dernière des oiseaux dans le milieu d'un roncier. Donc tu vois, dans le milieu des branches, dans la haie, on ne voyait que l'œil de l'oiseau. Par moment, il trouvait l'œil. Ouais, là, c'est fou. C'est incroyable. Pourtant, je commence à le connaître, ces boîtiers, hein, mais ça me bluffe encore, quoi. Ça me bluffe encore. À tel point, des fois, que je fais des photos pour montrer que c'est possible. Pour terminer, on va parler un peu photo de sport et on va écouter Jackie Carré de Canon France qui va nous expliquer certaines des dernières innovations de Canon niveau autofocus pour cette discipline. Spoiler alerte, on va parler IA. Alors le deep learning, donc c'est l'apprentissage profond, c'est une branche de l'IA qui va s'appuyer sur donc on va mettre l'appareil lors de son développement, on va lui proposer des scénarios qu'il va devoir reconnaître, et quand il va avoir toutes ces datas d'apprentissage, quand il sera confronté à une situation particulière, il va aller rechercher ce scénario et adapter
donc la solution AF à ce scénario qu'il aura dans son magasin entre guillemets de data, et il va pouvoir donc associer telle forme, telle trajectoire. Par exemple, on est sur de l'animalier, il va dire ça c'est donc la forme, la trajectoire, c'est un oiseau, c'est un félin, c'est un canidé. À chaque fois, il va pouvoir déterminer le sujet. Et maintenant, ça va encore plus loin. Maintenant, on est dans la 3e génération chez nous de Alpixel, donc qu'on a inauguré avec le R1 et le R5.2. Et maintenant, on va carrément associer également l'IA, donc toujours avec le deep learning, sur des sports. Pour l'instant, on est sur le football et le basket, voilà. Et donc, on a fait apprendre à nos boîtiers R1 et R5.2 à reconnaître la trajectoire du ballon, la position des joueurs, et maintenant, l'appareil peut associer le ballon aux joueurs qui jouent le ballon. Et donc, le ballon arrive, il sait que normalement, c'est le joueur qui va taper avec sa tête ou frapper avec son pied, shooter le ballon. Et il associe les deux. Et donc, c'est vraiment maintenant des outils qui vont permettre aux photographes sportifs, en l'occurrence, là, de se concentrer sur le cadrage. L'appareil photo devient vraiment un outil qui lui permet de garantir un autofocus. Et c'est relativement simple. On peut aller très très loin dans le paramétrage, mais on peut également travailler de façon très simple. C'est ça qu'il faut bien que les photographes ou vidéastes comprennent. On peut aller très loin dans le paramétrage, mais on peut également laisser l'appareil avoir la main. Et dans ce cas-là, il prend la main et il fait l'autofocus quasiment parfaitement sans que vous ayez à paramétrer dans le détail vos produits. Par contre, ce qui peut se passer, les ingénieurs travaillent en parallèle et ils disent tiens, on va apporter un nouveau mode, du rugby par exemple, qui n'est pas le cas sur nos produits. Et ils travaillent sur le sport actuellement, et il y aura une mise à jour firmware qui va intégrer cette nouvelle technologie d'IA avec un nouvel outil pour du rugby ou un autre sport. Est-ce que l'IA est évolutive? Est-ce que l'appareil est intelligent et apprend de ses erreurs ou de ses réussites? Non. Ça, c'est fait en amont avec des ressources beaucoup plus importantes. Et si vous travaillez beaucoup, vous allez améliorer votre technique, mais l'appareil, lui, ça ne bouge pas pour l'instant. J'aime bien le pour l'instant. À la fin de son témoignage, bon, c'est quasiment de l'autofocus prédictif. Ils mettent le doigt dans un truc qui est sans fin en termes d'amélioration et de mise à jour de firmware et de scénario. C'est assez impressionnant. Du coup, comment on règle son AF quand on veut faire de la photo de sport d'une manière un peu globale, sans rentrer dans ces cas de figure hyper précis? Moi, alors c'était avec le R3, donc j'ai pas expérimenté moi ce qu'il y a sur le R1 aujourd'hui. Je pense que ça doit être assez bluffant, j'imagine, mais je l'ai pas expérimenté. Par contre, sur le R3, pour avoir fait un petit peu de photos de sport en volley notamment et en handball, j'ai utilisé beaucoup l'autofocus à l'œil. Ça me permettait vraiment d'aller, moi, regarder le porteur du ballon ou la personne qui allait recevoir le ballon et du coup faire le point précisément, parce qu'évidemment, quand on est une équipe de volleyeurs avec des joueurs qui passent devant, qui passent derrière, qui passent dans tous les sens, un qui saute, un qui s'accroupit, eh bien, l'autofocus à l'œil fonctionnait vraiment, vraiment bien pour travailler sur le porteur du ballon ou pour travailler sur la balle, même justement, simplement avoir la balle nette et puis enfin, etc. C'est vraiment l'AF que je privilégiais sur ce genre de situation. Et puis il y a des modes où il peut être piégé l'AF, mais alors c'est des modes particuliers, mais lors d'un entraînement par exemple. Parce que sur les nouveaux modes donc des R5 Mark II et du R1, sur des sports comme le basket ou le foot, donc l'AF va reconnaître tout de suite le joueur qui va recevoir la balle par exemple, mais lors d'un entraînement, il y a plusieurs balles. Ouais. Donc je l'ai testé moi dans ces conditions-là pour faire le test, et là évidemment l'AF est un peu perdu, donc comme le dit très bien Jackie, on laisse faire, il va faire des photos. Mais il va peut-être pas faire la photo qu'on a en tête. Et c'est là que on va prendre le contrôle via la détection de l'œil qui va venir s'intercaler, qui est un petit outil supplémentaire en fait dans tout ça. Il va nous permettre de prendre la main, de faire l'AF où on le souhaite. Donc ça marche très très bien. Et puis attention, sur les réflexes, c'était déjà le cas, c'est encore le cas sur les hybrides, que ce soit chez Canon ou chez Fuji par exemple, je pense à eux aussi. Il y a les modes prédéfinis en fonction des sports de cas AF. Donc, on peut avoir un mode dédié à la photo de foot, à la photo de F1, à la photo animalière, il y a aussi, où là, on choisit ce mode AF qui est configuré en termes de suivi du sujet, de détection d'obstacles éventuels, etc., en fonction du sport. Et ça existe toujours. Donc, l'IA, c'est bien beau, c'est formidable, tout ça, c'est évolutif, c'est beaucoup de marketing aussi, ça marche très bien, mais n'oublions pas les fondamentaux. On a parlé du suivi 3D dans cette émission, reparlons des KAF, tout ça n'est pas obsolète du tout.
Bon, et on va donc conclure là-dessus. Merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé tout ton savoir avec nous sur Merci. ce sujet du paramétrage autofocus. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Eric Médard pour cette grande discussion autour du paramétrage autofocus. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Eric, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, il y a beaucoup de choses, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Première question, quelle est la technologie derrière le système autofocus d'un appareil hybride actuel? Alors, donc il y a 2 technologies, hein. C'est le système, dual focus, enfin, le système par détection de contraste et le système par détection de phase. Et dans la détection de phase, on a chez Canon, le dial focus, hein, c'est ça? Alors, oui, c'est le Dual AF System, mais Ouais. bon, là, c'est chez Canon, effectivement. De manière générale, on va parler de système autofocus dit hybride, ce qui devient un petit peu problématique et redondant. On parle de système hybride, d'autofocus hybride. Qui allie les 2. Embarqué sur le capteur, c'est Qui ça sont- aussi qu'il faut c'est bien ça. piger. Et hein. ça, tu as Il raison. n'y a plus de module dédié externe, quoi. C'est ça, hein. c'est la C'est totalité désormais du capteur qui peut faire la mise au point. La détection de phase incorporée au Ouais. capteur fait toute la différence quand sur les réflexes c'était découplé et du coup ça n'occupait pas du tout toute la surface C'était un du circuit capteur. à part. C'est Circuit à compliqué, part. circuit complètement à part. Ouais. Quels sont les 2 grands modes de fonctionnement de l'autofocus? Alors, c'est soit l'AF one shot, enfin l'AF donc du coup qui fait le point et puis ensuite qui s'arrête, soit l'AF continu qui lui va être en mesure de suivre le sujet, lors de ses déplacements. Et tu l'as dit, donc one shot eye cerveau chez Canon, donc pour one shot, donc c'est le focus single focus, hein, en bon français. Ponctuel. C'est Ponctuel. ponctuel sur le sujet et pour le suivi, donc on va être en eye cerveau et chez les autres, on va être sur AFS pour le ponctuel et AFC pour le suivi. Et si vous écoutez l'intégralité de cette émission, vous comprendrez que l'AFS et le one-shot sont des modes qui sont en train de dépérir vu la performance et la pertinence des autofocus continus. Eric, c'est quoi un collimateur autofocus? Quelles sont les options possibles pour travailler avec un collimateur ou des groupes de collimateurs? Alors en effet, on peut choisir soit un collimateur et qu'on va déplacer sur son capteur, enfin dans le cadre image là où on veut qu'il soit précisément. On peut choisir un groupe de collimateurs et dire au boîtier, ben écoute, tu vas d'abord chercher ce groupe de collimateurs et puis ensuite tu vas chercher ceux adjacents ou pas. Ça, c'est un choix aussi qui est possible. Et puis après, on peut choisir des zones de collimateurs, hein, qui sont dans le capteur, donc de formes que là aussi on peut définir, plus ou moins grandes, plus ou moins étroites. Et puis après, on peut aussi lui dire de travailler sur l'ensemble du capteur, l'ensemble des collimateurs. Donc on a un tas de choix possibles qui peuvent s'adapter à quasi toutes les situations. En quoi l'IA pour intelligence artificielle et le deep learning ont amélioré les performances autofocus des hybrides? Alors, ça les a améliorés dans la mesure où c'est capable de reconnaître des formes, de reconnaître des yeux de manière ultra efficace. Et donc, ça va aller faire le point beaucoup plus vite que ce qu'on était capable de faire avant. Clairement, avant l'IA, on faisait le point sur un animal, par exemple, puis il pouvait très bien faire le point sur la truffe ou sur l'oreille ou sur la queue du chien. Pour lui, c'était à peu près la même chose. Alors que maintenant, avec l'IA, si on lui demande de reconnaître les yeux, par exemple, là, il va vraiment aller chercher l'œil. Et c'est vrai que nous, en photographie animalière, en tout cas, le point doit être fait sur l'œil, sauf cas particulier évidemment, mais le point doit être fait sur l'œil. Donc c'est une aide assez incroyable et ultra efficace. Oui, puis il faut le dire en vidéo aussi, parce que le gros avantage des systèmes sans miroir, hein, que sont les hybrides par rapport aux réflexes notamment, ce sont les capacités en vidéo et en matière de mise au point. Là, les progrès sont phénoménaux. Quel conseil tu pourrais donner en termes de personnalisation de boîtier pour optimiser le maniement du système autofocus quand on est sur le terrain?
Alors, déjà, de pouvoir garder la main sur, les différentes, zones justement où on veut que l'AF se fasse, c'est-à-dire, par exemple, garder un seul collimateur, 1 ou 2 zones paramétrées. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai et ensuite garder aussi la main sur la totalité du capteur. Ça, c'est important. Ensuite, paramétrer la possibilité, de dire au boîtier de s'arrêter, de ne faire le point que sur une zone déterminée ou d'aller au-delà. Ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est super important. Et puis également d'avoir, à travers les touches C1, C2, par exemple, la possibilité d'avoir un AF qui fonctionne et et avec le bouton déclenchement, ou le dissocier de ce bouton déclenchement avec, la touche iPhone, par exemple. Ah. Tiens, on n'en a pas parlé pendant l'émission. Là, tu parles de réglages. Peut-être un des réglages à faire dans le boîtier aussi, c'est désactiver le faisceau d'assistance AF, non? Où est-ce que tu le fais? Parce que c'est vraiment le truc qui te fait repérer, que ce soit avec des humains ou peut-être des animaux, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais le faisceau d'assistance AF, en gros, c'est le petit faisceau rouge ou vert qui va aider l'autofocus à faire le point dans la quasi-obscurité. Ouais, mais c'est pour Ouais. des sujets hyper proches, enfin. Bah, ça dépend, non? Lui, il va s'activer. En tout cas, si tu l'as pas désactivé dans les menus, Il il va s'active. chercher le point, il va s'activer. Ouais. Donc, dans tous les cas, tu as une lumière qui va jaillir comme ça. Effet garanti, que tu sois en soirée ou au fond des bois. Donc, je sais pas Et- si toi, tu le désactives, mais Effet garanti et catastrophique en cas de photographie animalière, parce qu'il faut voir qu'on est souvent dans des affûts. Et du coup, dans un affût, c'est fermé. Donc, ce faisceau, il va aller se mettre sur la toile de l'affût, alors que nous, on fait le point à l'extérieur. Donc, déjà, ça va être très, très compliqué. Non, la première chose que je fais quand j'achète un boîtier, quand je le reçois à la maison, c'est que je désactive le bip. oui, Et je ça va de désactive, pair. voilà, et je désactive évidemment cette aide lumineux à l'AF, quoi. Ouais. Pour terminer, selon toi, à quel genre d'amélioration il faut s'attendre niveau autofocus dans le futur ou quels sont les axes de développement que tu aimerais voir arriver? Alors, je pense que déjà, ce qu'on peut attendre assez rapidement, c'est peut-être une détection encore plus efficace des sujets. Alors, quand je dis plus efficace, c'est par exemple moi, dans mon domaine qui est l'animalier, je me rends compte que le deep learning est surtout fait sur les animaux domestiques ou les animaux qui vont être dans le sport, je pense les chevaux par exemple. J'aimerais voir un petit peu de deep learning sur des animaux sauvages et des animaux qui ont des yeux qui se détectent pas trop facilement. Je pense par exemple, je disais tout à l'heure, les cerfs, les chevreuils, ça fonctionne pas très très bien encore sur ces animaux-là. Ça fonctionne très bien sur le renard parce que c'est assez proche du chien. Ça fonctionne très bien sur le chat sauvage parce qu'évidemment le chat domestique. Donc là, on voit bien la différence de deep learning qui manque sur des sujets sauvages. Et puis après, ce que j'aimerais voir dans le futur, c'est que nous, on puisse apprendre au boîtier. On puisse confirmer au boîtier que là, il a fait le bon choix ou pas. Et de garder ça en mémoire, de dire, bah voilà, là, je travaille sur le chevreuil, par exemple. Bah là, c'est bien un chevreuil ce que tu as choisi. Hop, je valide. Là, tu as bien l'œil du brocard. Boum, je valide. Bah là, par contre, tu t'es trompé. Tu es sur la cuisse ou tu es sur une feuille ou tu es sur je sais pas quoi. Bah, je ne valide pas. De façon à nous-mêmes incrémenter des données dans le boîtier. Ça serait top. Merci Eric. On passe à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Eric, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Ouais, parfaitement. Première question qui nous vient de Patrick Porte Photographie. Comment faire pour que l'AF ne parte pas sur l'arrière-plan quand on photographie des oiseaux dans un environnement où il y a des arbres? Eh bien, ça, c'était un gros problème. C'était même plus que dans un environnement où il y a des arbres, c'était un énorme souci quand on travaillait sur fond de mer, par exemple. Ça partait, mais systématiquement derrière. Aujourd'hui, là encore une fois, on a parlé de ces autofocus ultra performants. Là, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien, y compris sur les fonds d'arbres. Donc, je dirais faire confiance à l'autofocus. Encore une fois, peut-être partir sur une zone prédéterminée. Et puis ça roule tout seul, quoi.
peut-être juste préciser sur les appareils récents quand même, parce qu'il y a un vrai gap entre certains modèles d'une marque à l'autre. Louis parlait chez Lumix du S5 II, de S1R2, qui sont des boîtiers très très récents. Si on prend S5 première génération ou autre, c'est pas encore ça. Chez Canon, peut-être que un RP, par exemple, quelqu'un qui aura un RP n'aura pas du tout le même rendement que tous les boîtiers qu'on a cités, R5 Mark II, R3, R1. Là, depuis 2 ans, vraiment, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc, c'est la petite restriction, moi, que j'apporterai quand même. Dans tout ce qu'on dit, c'est Ouais. attention quand même. Les modèles récents sont ultra performants. C'est pas valable pour tout ce qui se passait auparavant. Bien sûr. Alors, il y a autre chose que je rajouterais peut-être aussi, c'est qu'on a sur les optiques, enfin surtout sur les longues focales, des limitateurs de plage de focale. Ah, Ouais. oui, oui, Et oui. ça, faut pas hésiter aussi à les Oui, oui, utiliser. tu as raison. Ah. Surtout en macro. Alors ça, en c'est- macro, clairement, et aussi quand on va travailler sur un sujet en vol, par exemple, bah, mine de rien, si on lui dit tu travailles entre 2 mètres et l'infini ou entre 15 mètres et l'infini, bah, pour la F, c'est pas du tout la même chose en termes de fonctionnement, quoi. En Mm. termes de frustration, là on va parler de frustration, j'imagine quand même qu'on atteint des levels max quand finalement on rate ou on perd une photographie parce que l'intelligence embarquée ou la reconnaissance n'a pas fait ce qu'on avait envie qu'il fasse. Alors que à l'époque où il n'y avait pas tout ça, bon, on avait fait les mauvais choix de réglage, c'était que de notre faute. Là, on a juste envie de foutre son appareil en l'air, non? Ah, bah, écoute, moi je dirais T'en as l'inverse. cassé combien? Non, je vais pas le citer, mais j'ai failli en péter un, vraiment. Mais je pense que là, aujourd'hui, c'était pas le cas quand j'ai failli péter ce boîtier, et c'était en étant passé à l'hybride. Aujourd'hui, je pense vraiment que le problème, quand il y a un problème, c'est pas le boîtier qui a merdé, hein. C'est nous. Oui, bah, on n'a plus d'excuses. C'est que nous, on l'a mal paramétré. C'est que nous, il y a un truc qu'on n'a pas bien fait. Parce que vraiment, je pense que dans 95% des cas, il est capable de. Lui, il aurait fait l'image si nous, on s'était pas trompé. Ouais, Ouais. allez. Désolé. Deuxième question qui nous vient de Damographe. Pourquoi l'autofocus patine sur les gros plans type macro? Alors, en fait, c'est parce que là, il y a plein de sujets qui sont dans le. Ou alors tout est flou. Alors, ça, c'est un souci, même d'ailleurs, sur les autres sujets. Quand tout est flou, là, il n'arrive pas à trouver de sujet. Et donc là, bah, il reste des fois bloqué là-dessus. Donc là, il faut pouvoir avoir l'autofocus manuel débrayé, justement, pour commencer à débrayer un petit peu et aller chercher un autre point. Et là, l'autofocus va se remettre en route. Et alors, en macro, bah, c'est un petit peu la même chose. Il y a tellement peu de profondeur de champ que il n'arrive pas à trouver le sujet, en fait. Troisième question qui nous vient de Selig. Est-ce que l'on doit toujours faire confiance à l'autofocus ou est-ce qu'on peut s'autoriser à travailler manuellement? Oh ben, je pense que tout est autorisé, hein. Moi, je viens d'un monde où l'autofocus n'existait pas. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand la F est arrivée, je me suis dit: «Oh non, ça va être trop facile, c'est vraiment nul». On parlait tout à l'heure d'expertise, c'était vraiment ce que je me disais complètement. Mais c'était très, très présomptueux de ma part parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'autofocus, on penserait même pas ne pas s'en servir. Mais je garde toujours la possibilité de garder la map manuelle dans certains cas. Je parlais des paysages tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut quand même conserver comme habitude. Et ne serait-ce que le pur plaisir, ça peut en être un, d'utiliser des optiques manuelles grâce aux bagues aussi de conversion sur les hybrides avec du focus picking ou autre, et ça marche formidablement bien. On peut retrouver du plaisir à retrouver certaines colorimétries, une certaine ergonomie même avec des optiques entièrement manuelles. Ouais. Et pour les plus geeks, vous pouvez vous installer un DJI LiDAR et motoriser tout ça si vous le souhaitez. Au secours. Quatrième question qui nous vient de Christian Do. Est-ce que les nouvelles optiques hybrides sont plus véloces en autofocus que les optiques réflexes? Pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le 200-400 et le 400-2.8. Je sens pas une énorme différence. Alors, si, quand même, certainement, plus silencieux aussi, j'ai l'impression. Mais ça va dépendre des générations. Mais les dernières générations de réflexes, je pense que c'était quasi aussi rapide. Ouais, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution en termes de techno de motorisation sur les gros télé, j'entends. Non, mais il y a beaucoup entre plus ces optiques-là et les actuelles. Il y a beaucoup plus de contact sur les optiques actuelles par rapport aux optiques réflexes. Potentiellement, elles peuvent être améliorées, sont plus performantes, notamment au niveau de la stabilisation. On n'en a pas parlé, on parle beaucoup d'autofocus,
mais de silence et de stabilisation. Moi, c'est 2 points que je vois qui sont quand même des améliorations majeures par rapport aux optiques réflexes. Après, je suis d'accord avec Eric, tu as cité l'excellente 200-400 à convertisseur intégré, qui est une optique redoutable. Je ne l'ai pas essayé en hybride, mais d'après ce que tu disais, c'est du pareil au même. Ouais, ça marche super. Moi, je l'ai jamais utilisé sur réflexe du coup, mais vraiment en hybride, ça marche du tonnerre, quoi. Vraiment. Bon. Y compris avec le 1.4. Ouais. Pour terminer, comme d'habitude, une question de mes soins, une question qui tue, mais qui tombe un peu à l'eau, effectivement, au vu de tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Eric, jusqu'à la fin des temps, AI Cerveau ou One Shot? AI Cerveau. Ah ouais. Sans aucun Je doute. savais que t'as tombé à l'eau. Si vous voulez savoir pourquoi, réécoutez l'émission. Ou on peut la pimenter un peu. Est-ce que ce serait un AI Cerveau couplé à la photo de cerf ou à la photo d'oiseau? Clairement à la photo d'oiseau. Parce qu'un cerf, ça bouge quand même jamais aussi vite qu'un piaf, quoi. Quand un piaf décolle, on n'en a pas parlé du coup de l'autofocus, du déclenchement prédictif. Mais ça m'a permis encore la semaine dernière de faire des images que je ne réussissais quasiment jamais avant. Et de voir, c'est ça aussi, de voir des choses que notre œil n'a pas vues. C'est bluffant, c'est bluffant. Bon, je ferai mieux la semaine prochaine. Merci Eric. C'est la fin de cette émission. Eric, une nouvelle fois, un immense plaisir de t'avoir reçu dans notre studio à nos micros pour parler de photos, de ton expérience, de ton expertise. Merci infiniment. Ton actualité en ce moment, s'il y a des choses à dire, c'est le moment. Merci beaucoup à vous déjà pour votre invitation. C'est un réel plaisir d'échanger comme ça entre passionnés, c'est chouette. L'actualité, pas vraiment pour le moment. Là, je viens de sortir un dernier bouquin sur un étang là chez moi, justement, où l'AF a été primordial pour faire toutes ces images. Donc, il y a quelques expos qui traînent, mais c'est surtout en Mayenne, dans mon territoire. Je suis en train de continuer de finir un film là sur la nuit qui va sortir d'ici fin 2026 normalement. On a encore une bonne année de tournage avec mon ami Lucas. Donc bientôt une grosse actualité à venir, mais là pour l'instant pas tant que ça. Si, il y a un beau numéro de Terre Sauvage qui va sortir le mois prochain sur la baie du Mont-Saint-Michel avec mon travail là sur une 20aine de pages. C'est vraiment très beau. J'ai vu le bouquin hier. Ça va être très beau. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir du côté de Terre Sauvage. Et on te donne rendez-vous très prochainement à ces micros sur un autre sujet avec et à plaisir. une autre occasion. La semaine prochaine, on va parler vidéo et on va retrouver Nikos Argilet que vous avez entendu dans l'une des capsules de cette émission pour parler de techniques de tournage dans l'exercice de la réalisation d'un reportage vidéo. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.